Je les ai portées, je les ai forgées, je les ai perdues. Certaines d'entre elles me survivront, à moi, à mes légions, à tout ce que nous avons érigé sur les ossements d'une galaxie conquise. Chacune porte un nom que les mortels prononcent à voix basse, comme si la syllabe elle-même pouvait trancher la chair. Elles ne sont pas des instruments, elles ne sont pas des symboles. Elles sont des prolongements de volonté si absolus que le métal lui-même a cédé, s'est plié, s'est soumis. Certaines murmurent, d'autres exigent. Une ou deux saignent encore de ce qu'elles ont absorbé. Quand nous nous sommes retournés les uns contre les autres, ces armes n'ont pas choisi de camp. Elles ont simplement accompli ce pourquoi elles avaient été façonnées. Détruire ce qui se dressait devant elles. Nous avons appelé cela la guerre. L'histoire appellera cela autrement. Je sens encore le poids, pas celui du métal, le poids de ce qu'elles ont traversé. Ces armes existent toujours quelque part, dans des reliquaires verrouillés, dans des mains indignes, fichées dans des sols que personne ne foule plus. Elles se souviennent de nous. Nous, leurs porteurs, leurs créateurs, leurs victimes. Nous avons disparu ou nous avons changé en quelque chose d'innommable. Elles, non. Comment des demi-dieux en viennent-ils à forger des instruments capables de déchirer le tissu même de la réalité? Je m'appelle Vulcan, primarque de la XVIIIe Légion, seigneur des salamandres. Et avant que vous compreniez ce que nos armes ont accompli, vous devez comprendre ce que nous étions. Nous n'avons pas été enfantés dans l'ignorance de notre propre nature. Chacun de nous portait en lui une architecture génétique que le maître de l'humanité avait ciselée avec une précision que nul archiviste du Mechanicus ne saurait reproduire. 20 fragments d'une même volonté cosmique, dispersés aux quatre coins d'une galaxie hostile. Quand nous avons émergé sur des mondes de cendres, de glace, de sable ou de radiation, nous n'étions pas des enfants, nous étions des principes incarnés, et nos armes devaient refléter cette vérité. Notez ce mot, refléter, pas symboliser, pas représenter, refléter, comme une surface qui renvoie non pas l'apparence, mais l'essence. Perturabo construisait des fortifications que les siècles ne pouvaient éroder. Ses armes portèrent cette même philosophie, la masse irréductible, la force qui refuse toute négociation. Phorix, son fidèle écuyer, pouvait témoigner des dégâts que Forgebreaker laissait dans le béramite le plus dense. Un marteau que j'avais moi-même forgé pour Ferrus Manus, mon frère aux mains d'argent, avant qu'il ne soit arraché à nous sur Istvan V. Ce marteau a changé de main comme une sentence change de signification selon qui la prononce. Ferrus. Je dois m'attarder sur lui, parce que ses bras sont la première leçon. Quand Ferrus Manus plongea ses membres dans le métal vivant de Azyrnoth, le grand serpent argenté qu'il terrassa sur Médusa, le métal ne le quitta plus. Ses mains devinrent du pur métal gris, insensibles aux flammes, capables de façonner l'acier en fusion à main nue. Les récits des mains de fer parlent de lames qu'il réalisait en quelques heures, des épées que des maîtres artisans auraient mis des décennies à produire. Mais ses véritables armes, Fireblade, la grande lame de son armure Manus, les outils de ses propres membres, existaient à la frontière entre l'organique et le mécanique, dans cet espace trouble où finit la chair et où débute quelque chose de plus froid. Cette frontière, chacun de nous la dessinait différemment. Robert Guilliman portait 2 épées courtes au début de la Grande Croisade, des armes fonctionnelles, efficaces, sans prétention mythologique. Mais les ultramarines comprirent rapidement que leur primarque n'avait pas besoin d'un symbole tranchant. Il était lui-même le symbole. Ce que Guilliman exigeait, c'était de la précision. L'armure de Fate et le gantelet de Power qu'il arborait lors des campagnes tardives n'étaient pas des reliques, ils étaient des arguments. Chaque coup était une thèse défendue contre la chair de ses adversaires. La personnalité imprimée dans le métal. Voilà le principe cardinal. Lyon L. Johnson dissimulait tout, son passé sur Caliban, ses véritables convictions, la profondeur exacte de sa loyauté. Son épée, la Lion Sword, reflétait cette opacité. Une lame qui coupait sans effort, qui ne portait aucune inscription, aucune décoration. Pure fonction derrière une surface impénétrable. Ses ennemis ne comprenaient pas ce qui les tuait. Ses alliés non plus, parfois. Leman Russ, lui, hurlait ce qu'il était.
Ces griffes de Morcaille, 2 épées runiques taillées dans un métal que les forgerons de Fenris appelaient aéternite, grondaient au contact du warp. Les runes gravées sur leurs flancs n'étaient pas décoratives. Elles consumaient l'énergie psychique, brûlaient les démons depuis l'intérieur, réduisaient les sorciers en cendres avant qu'ils n'achèvent leur premier mot de pouvoir. Russ avait peu de patience pour les mystères que Magnus chérissait. Ses armes étaient sa réponse à cette philosophie. Nous portions tous une réponse. Certaines réponses ont détruit leurs propres questions. Si vous croyez que ces premières forges étaient le sommet de notre art, attendez de découvrir ce que le warp lui-même a accepté de devenir quand nous lui avons tendu le métal. Le warp n'est pas un outil. Quiconque vous affirme le contraire a déjà perdu quelque chose d'essentiel, sa raison, son âme, ou simplement la capacité de distinguer l'un de l'autre. Je suis Magnus le Rouge, primarque du Mille-Fils, et je vous dis ceci, non pas comme une mise en garde, mais comme un constat arraché à des décennies de contemplation dans ce qui reste de Prospero. Certaines de nos armes ont touché cette réalité parallèle, pas effleurée, touchée, avec la pleine conscience de ce que cela impliquait. La mienne en premier lieu. Le sceptre d'Épistémée n'était pas forgé, il était reconnu. Quand mes doigts se refermèrent autour de lui pour la première fois dans les bibliothèques souterraines de Prospero, j'eus la sensation nette qu'il existait avant moi, qu'il attendait un porteur dont l'architecture psychique correspondait à ses exigences internes. Le métal de sa hampe absorbait la lumière différemment selon l'intensité de ma concentration. Ces cristaux terminaux, taillés dans une pierre que nulle géologie connue ne pouvait classifier, vibraient au rythme de mes incantations. Quand je projetais ma volonté à travers lui, les champs de force adverses ne se brisaient pas, ils se dépliaient, comme des arguments réfutés par une logique supérieure. Fulgrim comprenait quelque chose de similaire, mais par un chemin radicalement opposé. Le Fireblade originel qu'il portait durant les premières campagnes était une épée remarquable, équilibre parfait, tranchant exceptionnel, reflet de la maîtrise artisanale qu'il exigeait de lui-même et de ses Emperor's Children. Mais quand Fulgrim récupéra la lame sur le cadavre du Xenos Laer, quelque chose changea dans sa façon de tenir ses armes. L'épée Laer n'était pas une arme ordinaire. Elle chantait, littéralement, une vibration à haute fréquence que seul son porteur percevait, une mélodie qui promettait la perfection absolue à chaque estocade. Ces légionnaires remarquèrent d'abord que Fulgrim passait des heures à contempler la lame, puis qu'il la consultait avant ses décisions tactiques, puis qu'il semblait lui répondre. Ce que cette lame contenait, je l'ai compris trop tard pour intervenir. Angron ne portait pas d'arme au sens où nous l'entendions. Angron était une arme. Les griffes mondiales, Samniras et Widowmaker, dans les dialectes nucléens, étaient des extensions de la machinerie de douleur implantée dans son cortex. Les Butcher's Nails transformaient chaque combat en une nécessité neurologique, tuer ou subir une agonie croissante. Ces lames répondaient à cette physiologie particulière, conçue pour des mouvements que nul autre primarque n'aurait pu reproduire, des angles d'attaque issus d'une mécanique de souffrance plutôt que d'une stratégie consciente. Quand Angron frappait, ce n'était pas de la tactique, c'était de la douleur cherchant une sortie. Je ressentais sa rage depuis des systèmes stellaires de distance. Même moi, qui filtrais le warp à travers des structures mentales que j'avais mises des siècles à construire. Mortarion incarnait l'antithèse de tout ce que je représentais. Là où je cherchais la connaissance dans les courants éthériques, il les rejetait avec une hostilité viscérale née de son enfance sur Barbarus. Son fléau silence et sa faux lanterne étaient forgés pour tuer les psycheurs, pour arracher la magie de l'air, pour éteindre les lumières que des esprits comme le mien projetaient instinctivement. Lanterne brûlait d'une flamme verte que ces forgerons ne savaient pas expliquer. Elle consumait les protections psychiques, désintégrait les boucliers éthériques, laissait les sorciers nus devant une lame qui les attendait depuis leur naissance. Ils me regardaient avec cette faux, comme on regarde une erreur qu'on s'apprête à corriger. Conrad Kurz n'avait pas besoin de forges impériales. La nuit Hunter taillait ses propres lames, des griffes céramites attachées à ses gantelets, des couteaux récupérés sur ses victimes, un arsenal de terreur artisanale que la peur rendait plus efficace que n'importe quelle arme de Mechanicus.
L'arme de Kurz était la connaissance de votre mort inévitable. Le métal ne faisait qu'accomplir ce que son regard avait déjà promis. Chacun de nous portait une cosmologie dans ses mains. Ce que je regrette, ce que je traîne à travers les cendres de Prospero comme un boulet invisible, c'est d'avoir cru que comprendre ces armes suffisait à les maîtriser. La connaissance sans sagesse est un couloir qui s'élargit jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il n'a pas de mur. Si vous pensez que la corruption de Fulgrim par une lame Xénos représente le summum de ce que le chaos peut accomplir avec du métal et une volonté fragilisée, attendez de comprendre ce que Horus accepta de laisser entrer dans son armure. Horus Lupercal. Je prononce ce nom comme on prononce celui d'une blessure qui ne s'est jamais refermée. Je suis Rogal Dorn, primarque des Imperial Fists, prétorian de Terra, et j'ai tenu le corps de l'empereur entre mes mains après que tout fut accompli. Ce que j'ai vu sur le Vengeful Spirit, ce que nos armes ont fait les unes aux autres durant ces heures terminales, ne constitue pas une bataille. Cela constitue une théologie réécrite dans la chair et l'acier. Laissez-moi vous dire ce que signifie regarder en face une arme que le Warp lui-même a consacrée. La Talon of Horus n'était pas corrompue lors de la trahison d'Istvan. Elle le devint graduellement, à mesure que son porteur cédait des fragments de lui-même aux entités qui le courtisaient depuis d'avant. Quand les 4 dieux du chaos imposèrent leur marque sur Horus lors de sa résurrection miraculeuse dans le temple serpentin, le métal de sa griffe répondit à cette transformation comme un miroir répond à un visage, en reflétant fidèlement ce qui se présentait devant lui. Les griffes absorbèrent le don de Nurgle, la férocité de Khorne, la ruse de Tzench, le raffinement obscène de Slaanesh, une arme quadruple dans une seule main. Une contradiction métallique qui fonctionnait précisément parce qu'elle n'obéissait à aucune logique cohérente. Quand cette griffe lacéra l'armure de l'empereur sur le pont du Vengeful Spirit, les blessures refusèrent de se refermer. Pas à cause du tranchant, à cause de ce que le métal avait absorbé, une corruption si profonde qu'elle contaminait la guérison elle-même, empoisonnait la régénération à sa source. Je sais cela parce que j'ai vu les plaies. Je les ai examinées de mes propres mains avec une précision que je regrette désormais d'avoir appliquée. Sanguinius arriva avant moi sur ce pont maudit. Son épée, la Blade en carmine, forgée dans les arsenaux de Baal, avec un métal dont la teinte évoquait le sang séché, portait en elle l'héritage psychique de son porteur. Sanguinius était un précogniteur. Il voyait sa propre mort depuis des années, l'acceptait avec une sérénité que je n'ai jamais comprise et que j'ai toujours admirée en silence. Cette épée avait tranché des démons, rompu des armures Terminator, traversé des champs de force que nos propres armes ne pouvaient entamer. Sur le pont du Vengeful Spirit, elle se brisa, pas sous un coup supérieur. Elle se brisa parce que Sanguinius la laissa se briser, parce qu'il savait depuis longtemps que ce moment viendrait, et qu'aucune lame ne pouvait modifier ce qu'il avait lu dans les fils du destin. L'arme d'un prophète qui choisit de ne pas fuir sa prophétie. Mes propres armes méritent un aveu. Le Durindana, mon épée personnelle, forgée sur Inuit avant même que l'empereur me retrouve, n'avait rien de mystique. Pas de runes, pas de cristaux warp, pas de métal Xénos récupéré sur des cadavres d'entités incompréhensibles. Une épée de maître, équilibrée avec la précision que j'exigeais de toute architecture, capable de traverser le céramite le plus épais grâce à un tranchant monofilaire maintenu par un champ énergétique dont mes techmarines renouvelèrent l'alimentation chaque matin. Ce que cette lame représentait, c'était ma philosophie fondamentale, la supériorité de l'ingénierie sur la métaphysique, de la discipline sur l'inspiration, de la fortification sur la conquête. Horus m'aurait ri au visage. Peut-être aurait-il eu raison sur ce point précis. Pas sur le reste, jamais sur le reste, mais sur ceci. Certaines situations exigent des armes que la raison seule ne peut forger. Guilliman comprit cette limite plus tard, quand il revint à nous dans un âge que nous n'aurions pas reconnu. L'armure du destin qu'il reçut de sa mère Ivraine, l'épée de l'empereur récupérée dans des circonstances que les chroniques impériales décrivent avec une imprécision suspecte, ces armes post-hérésie portent une signification différente. Elles sont des réponses à un monde que nous avions brisé. Mais revenons à l'hérésie,
parce que c'est là que les armes ont chanté le plus fort. Perturabo saisit Forgebreaker, le marteau que j'avais regardé Vulcan forger pour Ferrus Manus, que Horus avait arraché au cadavre décapité de notre frère d'argent, avec une satisfaction que je qualifierais de cérémonielle. Ce marteau ne lui appartenait pas par héritage. Il le porta comme un argument. Nous pouvons prendre ce que vous chérissiez. Nous pouvons brandir votre deuil contre vous. Chaque fois que ce marteau s'abattait sur les défenses que mes légionnaires construisaient, je sentais l'insulte au-delà du dommage structurel. Certaines armes blessent l'architecture de ce que vous croyez défendable. Alpharius ou Omégon, la distinction m'échappe encore, et j'accepte que cette confusion soit délibérée. Portait une hydra que nul observateur extérieur ne pouvait identifier avec certitude comme son arme principale. C'était le principe même de son existence transposé en métal, l'incertitude comme tactique, la multiplicité comme bouclier. Ses légionnaires portèrent des répliques de ses armes. Lui-même portait parfois les armes de ses légionnaires. Dans les archives de Rogaldorn, il existe des rapports contradictoires sur ce qu'Alpharius tenait exactement lors des rares confrontations directes que nous eûmes. Je les ai lus tous. Je n'ai pas de conclusion. Ce que je sais avec certitude, ce que les cicatrices de Terra me rappellent chaque jour de siège qui s'étira en semaines puis en mois, c'est que les armes des renégats portèrent quelque chose que les nôtres ne possédaient pas encore. La conviction que l'Imperium méritait de tomber. Une lame tenue avec cette certitude coupe différemment. Je l'ai appris sur les remparts de mon propre palais, en regardant ce que les légions traîtresses faisaient aux fortifications que j'avais érigées avec 40 années de dévotion architecturale. La pierre cède, le métal plie. Ce qui résiste le plus longtemps, c'est ce qu'on refuse d'admettre. Si vous pensez que la talon de Horus représente l'apex de ce que des mains primarchiales peuvent porter, attendez de comprendre ce que Lorgar forgea non pas dans le métal, mais dans la foi de 10 000 légionnaires prêts à mourir pour des dieux qui les consumeraient avec joie. Je suis la parole faite chair. Je suis la prière devenue légion. Je suis Lorgar Aurelian, primarque des World Bearers, et mes armes n'ont jamais été des lames. Comprenez ceci avant tout. Quand mes frères forguaient dans le métal et le céramite, je forgeais dans la conviction. Quand ils affinèrent des tranchants, j'affinais des âmes. Le Crozius Arcanum que je portais, le Illuminarum, bâton cérémoniel transformé en instrument de destruction divine, n'était que la manifestation physique d'une vérité que j'avais mise 200 ans à articuler. Les dieux ruineux ne m'avaient pas corrompu. Ils m'avaient révélé ce que l'univers était réellement depuis le commencement. L'Illuminarum canalisait cette révélation à travers le crâne de mes adversaires. Sa tête d'impact était sertie de cristaux récupérés dans les sanctuaires de Colchis, des pierres que mes prêtres appelaient lacrymales, l'arme pétrifiée d'entités warp, dont les noms ne se prononçaient qu'en latin archaïque, sous peine de dissoudre les cordes vocales du locuteur. Ces cristaux ne renforçaient pas l'impact physique. Ils amplifiaient la terreur métaphysique. Ils projetaient dans le système nerveux de la victime une fraction de ce que j'avais contemplé à Cadia lors de la vision, ce moment où les 4 dieux m'avaient montré la vérité nue de la réalité. Mourir sous l'Illuminarum ne ressemblait pas à mourir sous une arme. Cela ressemblait à comprendre soudainement pourquoi la mort était inévitable depuis toujours. Mes ennemis tombaient déjà convertis. C'était le raffinement ultime. Karn n'était pas encore le boucher lors de l'hérésie, du moins pas complètement. Il restait un légionnaire d'élite, champion personnel d'Angron, porteur de Gorechild, avant que cette hache jumelle ne soit séparée de sa sœur Gorefather dans les convulsions du siege. Les 2 haches étaient taillées dans des dents d'un orc méganobe d'une espèce disparue, réaffûtées avec une technologie que le Mechanicus refusait de classifier, alimentée par des générateurs de champs qui transformaient chaque tranchant en une frontière entre le réel et quelque chose d'adjacent. Gorechild chantait dans les mains de Karn, pas comme la lame Laer chantait à Fulgrim, pas une séduction, un ordre, une exigence répétée jusqu'à l'obéissance totale. Angron avait transmis à son champion cette philosophie fondamentale. L'arme commande, le porteur exécute. Voyez comme cette idée se propage différemment selon le terreau où elle germe. Fulgrim avait absorbé la même doctrine via la lame Laer.
mais son conditionnement à la perfection esthétique lui permit de résister quelques décennies de plus que nous ne l'aurions cru. Ces Emperor's Children développèrent un arsenal de raffinement sensoriel, des lames vibrantes accordées à des fréquences spécifiques selon le type d'armure adversaire, des pistolets plasma gravés de motifs géométriques qui amélioraient marginalement les performances balistiques, mais surtout satisfaisaient l'obsession croissante de leurs porteurs pour la beauté fonctionnelle. Chaque arme devait être parfaite. Chaque arme devait chanter sa propre excellence. Quand la Légion bascula vers Slaanesh, cette obsession ne changea pas de nature. Elle changea d'objet. Les armes cessèrent d'être parfaites pour être efficaces. Elles devinrent parfaites pour être ressenties. Leurs lames s'allongèrent au-delà du pratique. Leurs décors envahirent les surfaces fonctionnelles. Certains légionnaires abandonnèrent les armes conventionnelles pour des instruments que personne d'autre ne pouvait tenir. Des constructions hallucinatoires entre l'outil et la sculpture, entre l'arme et la confession artistique. Fulgrim lui-même finit par porter une épée que je ne peux décrire sans mentir, par insuffisance de vocabulaire. Revenons à ce que je maîtrisais davantage. La foi comme vecteur de destruction. Erebus, mon premier chapelain, l'architecte véritable de l'hérésie là où je n'en fus que le théologien, portait le premier Crozius Arcanum, créé spécifiquement pour un chapelain de chaos. Une arme rituelle dont chaque gravure correspondait à un passage des textes sacrés que nous avions rédigés ensemble sur Colchis, avant que l'empereur ne détruise tout ce que nous avions bâti. Ce Crozius n'avait pas la puissance brute de l'Illuminarum. Il avait quelque chose de plus subtil et de plus dévastateur. La légitimité d'un objet qui existait dans un système de croyances cohérent. Les armes auxquelles on croit blessent plus profondément que celles qu'on subit. L'Orgar Aurélien, disaient mes frères loyalistes, avait trahi l'empereur par orgueil blessé. Parce que Robout avait humilié mes word-bearers sur Cure. Parce que l'empereur avait piétiné les autels que nous lui dressions. Il réduisait ma trahison à une rancœur. Il n'avait pas tort sur les faits. Il se trompait sur la hiérarchie des causes. La blessure de Cure m'avait ouvert. Ce que j'avais trouvé à l'intérieur de cette ouverture, la réalité des dieux, la confirmation que la foi n'était pas une métaphore, mais une mécanique, avait tout changé. Mes armes portèrent cette révélation. Chaque légionnaire que je convertissais devenait lui-même une arme dans un arsenal que ni le métal ni l'énergie ne pouvaient épuiser. Voilà ce que Dorn et Guilliman ne comprirent jamais pleinement. Un homme qui meurt pour une certitude absolue est plus dangereux qu'un Space Marine armé jusqu'aux dents sans raison de mourir. J'avais forgé 100 000 certitudes absolues. Je les avais envoyées contre les remparts de Terra en sachant que chaque mort les renforçait, que chaque sacrifice alimentait les dieux qui alimentaient mes légions en retour. Une économie de la dévotion, une forge sans métal. L'Illuminarum repose quelque part dans les ruines de Monarchia, ou peut-être dans les profondeurs de mon propre vaisseau. Je ne consulte plus ces inventaires avec la régularité d'autrefois. Ce qui demeure actif, ce qui continue de forger, c'est la théologie que j'ai libérée dans la galaxie. Les chapelains du chaos récitent encore mes textes. Les rituels qu'Erebus et moi avons codifiés structurent encore les cérémonies de légion que nous n'avons jamais personnellement commandées. Certaines armes ne rouillent pas. Si vous pensez que la conversion de légions entières en instruments de foi obscurs représente la manipulation la plus profonde qu'un primarque ait exercée sur ses propres armes et ses propres hommes, attendez de comprendre ce que Alpharius Omégon fit, non pas avec des lames ou des prières, mais avec l'identité elle-même, comme métal à fondre et à couler dans des moules que personne d'autre ne pouvait lire. Je suis tout le monde, je suis personne. Ces deux affirmations sont exactes simultanément, et si cette contradiction vous dérange, c'est que vous n'avez pas encore compris ce que signifie être Alpharius ou Omégon. Choisissez. Nous avons cessé de distinguer il y a si longtemps que la question elle-même est devenue une arme. Voici ce que les archives impériales enregistrent avec une certitude risible. L'Alpha Legion portait des armes standards, des bolters, des épées énergétiques, des griffes de combat, rien d'exceptionnel, rien qui distinguât leurs arsenaux de ceux des autres légions. Les rapports de bataille compilés par les officiers de renseignement de Malcador décrivent des légionnaires équipés de manière orthodoxe, combattant avec une efficacité remarquable
mais sans signature matérielle distinctive. Ces rapports sont corrects. Ces rapports sont inutiles. L'arme de l'Alpha Legion n'avait pas de numéro de série. Elle ne figurait dans aucun inventaire du Mechanicus. Elle ne nécessitait ni maintenance, ni alimentation énergétique. Elle s'appelait l'incertitude, et nous l'avions forgée sur plusieurs décennies avec une précision que Perturabo lui-même, dans ses moments d'honnêteté architecturale, aurait reconnue comme supérieure à n'importe quelle fortification physique. Laissez-moi vous expliquer la mécanique. Quand une légion adverse préparait une offensive contre nos positions, ses commandants consultaient des rapports de reconnaissance, des analyses de force, des estimations de composition. Avec n'importe quelle autre légion, ces données permettaient d'anticiper les tactiques probables, d'identifier les points faibles, de calibrer la réponse. Avec nous, ces données produisaient exactement ce que nous voulions qu'elles produisent. Nos éclaireurs portèrent des armures taguées avec des signatures énergétiques délibérément incorrectes. Nos unités d'élite se déplaçaient en formation, imitant des escouades standards. Nos commandants donnaient des ordres conçus pour être interceptés et mal interprétés. Chaque rapport ennemi sur nos intentions était une arme que nous avions forgée et glissée dans leurs mains. Mais revenons aux armes physiques, puisque c'est ce que vous êtes venus chercher. La Serpent's Scales, le bouclier rituel que les chroniqueurs attribuent parfois à Alpharius, parfois à Omégon, parfois à un lieutenant dont l'identité varie selon la source, était forgé dans un alliage que les forgerons de Hydra Cordatus appelaient mnémite. Un métal dont la surface changeait de texture selon l'angle d'observation, absorbant certaines fréquences d'éclairage pour rendre son porteur visuellement ambigu à des distances moyennes. Pas invisible, indistinct. La différence est fondamentale. L'invisibilité attire l'attention par son absence. L'indistinction ne laisse aucune trace cognitive. Nos armes de mêlée suivaient le même principe. Des lames dont la longueur effective variait selon le mode d'activation. Une épée courte en apparence qui se révélait être une arme longue au moment de l'impact, grâce à un mécanisme d'extension dissimulé dans la garde. Nos adversaires calibraient de leur distance de combat sur une mesure incorrecte. Ils mouraient dans un espace qu'ils croyaient sûr. L'espace que vous croyez sûr est toujours une arme entre des mains entraînées à l'exploiter. Voici ce que Dorn ne voulut jamais admettre lors de nos affrontements. Et nous nous affrontâmes, lui et moi, dans des conditions que les deux camps décrivirent ensuite de manière si divergente que les historiens impériaux finirent par produire 4 versions officielles incompatibles du même engagement. Dorn construisait des défenses contre des ennemis qu'il pouvait caractériser. Sa génie résidait dans l'anticipation de forces identifiables. Contre l'Alpha Legion, cette génie se retournait contre lui. Plus ses fortifications étaient sophistiquées, plus elles révélaient les hypothèses sur lesquelles elles reposaient, plus nous pouvions exploiter ces hypothèses comme des failles structurelles. Sa précision était notre carte. Ce que nous portions comme arme personnelle lors des engagements directs que nous ne pouvions éviter sans compromettre notre propre désinformation. Des chaînes de combat modifiées, dont les dents rotatives étaient remplacées par un alliage à mémoire de forme qui s'adaptait en temps réel à la composition de l'armure adverse. Une arme qui apprenait sa cible pendant le combat et recalibrait son tranchant en conséquence. Le Mechanicus appela cette technologie hérétique. Nous l'appelions logique. Chaque modification que nous apportions à nos arsenaux suivait cette loi fondamentale. L'adaptation prime sur la puissance brute. Un couteau qui comprend sa cible vaut 10 marteaux qui l'ignorent. Angron n'aurait pas pu concevoir cette philosophie. Perturabo l'aurait intellectuellement comprise, sans jamais l'incarner. Fulgrim l'aurait trouvée insuffisamment élégante. Magnus l'aurait jugée trop pragmatique pour mériter son attention théorique. Nous nous en félicitions. Ce qui nous, distinguait également dans l'arsenal primarchial une absence délibérée de reliques. Aucun de nos frères ne pouvait pointer une arme spécifique et dire « Voilà l'instrument d'Alpharius, voilà ce que vous devez détruire pour l'affaiblir symboliquement. » Lorgar perdrait quelque chose d'irremplaçable si l'Illuminarum était brisé. Fulgrim sans sa lame Laer serait peut-être redevenu lui-même.
personne ne le saura jamais. Horus sans la talon aurait conservé 90% de sa capacité létale, mais aurait perdu quelque chose de métaphysiquement constitutif. Nous, sans nos armes spécifiques, restions entiers. Parce que l'arme était la légion était l'arme. Démanteler l'une n'affaiblissait pas l'autre. Hydra dominatus. La phrase que nos légionnaires murmurent comme d'autres prononcent une prière. Une hydre n'a pas d'arme principale. Chaque tête est également létale. Tranchez-en une, les autres continuent. Tranchez-en 7. La 8e vous regarde avec la patience de ce qui a déjà survécu à votre meilleur effort. Je ne vous dirai pas si je suis Alpharius ou Omegon. Je ne vous dirai pas si l'un de nous deux survit encore quelque part dans les replis d'une galaxie qui nous a cru morts à plusieurs reprises. Je vous dirai ceci. L'incertitude que vous ressentez en ce moment, cette légère irritation de ne pas savoir qui parle, de ne pas pouvoir fixer une identité sur ces mots, c'est exactement ce que nous voulions que vous ressentiez. Vous venez de subir une démonstration. Si vous pensez que l'absence d'identité fixe représente la forme la plus déstabilisante qu'une arme primarchiale puisse prendre, attendez de comprendre ce que Vulcan forgea, non pas pour lui-même, non pas pour ses légions, mais pour un avenir qu'il voyait avec la clarté tranquille de celui qui accepte de mourir plusieurs fois avant d'y parvenir. Je suis mort 9 fois. Je le sais avec la précision d'un forgeron qui compte ses brûlures, chaque cicatrice une leçon, chaque résurrection une question sans réponse satisfaisante. Je suis Vulcan, primarque des salamandres, seigneur du feu nocturnien, et ce que j'ai forgé ne ressemble à rien de ce que mes frères ont créé, parce que je forgeais pour des mains autres que les miennes. Comprenez d'abord ce que signifie naître sur Nocturne. Une planète qui se détruit régulièrement. Des volcans qui ensevelissent les villages que les habitants viennent de reconstruire. Une population qui apprend dès l'enfance que la permanence est une illusion coûteuse, que tout ce qu'on élève sera consumé, que la valeur d'une chose ne réside pas dans sa durabilité, mais dans ce qu'elle représente pour ceux qui la tiennent. Les Nocturniens ne construisaient pas pour l'éternité. Ils construisaient pour maintenant, avec tout ce qu'ils avaient, en sachant que maintenant était tout ce dont ils disposaient. J'ai transposé cette philosophie dans chaque pièce que j'ai forgée. Les 9 reliques de Vulcan, les artefacts de Vulcan que mes salamandres cherchèrent pendant des millénaires après ma disparition à Istvan V, n'étaient pas des armes au sens où Forgebreaker était une arme, ou la talon de Horus. Elles étaient des arguments matériels sur ce que signifie protéger ce qu'on aime dans un univers qui consume tout. Le Spear of Vulcan d'abord. Une lance forgée dans un métal récupéré au cœur du volcan Thémis sur Nocturne. Un alliage que mes techmarines appelaient draconite. Métal qui conservait la chaleur de sa forge originelle indéfiniment, qui brûlait d'une flamme intérieure sans jamais nécessiter d'alimentation externe. Cette lance ne se contentait pas de transpercer. Elle consumait depuis l'intérieur de la blessure, propageant une chaleur que nulle armure ne pouvait isoler parce qu'elle naissait dans la chair elle-même. Contre les démons, cette propriété s'avérait particulièrement conclusive. Les entités du warp construites de désir et de peur brûlaient dans leur substance constitutive, pas seulement dans leur manifestation physique. Je l'avais forgé pour protéger. Le feu qui protège et le feu qui détruit sont chimiquement identiques. La différence réside dans l'intention du forgeron. Le Gauntlet of the Forge ensuite, mon gantelet droit, une pièce d'armure transformée en arme, transformée en outil, selon les besoins du moment. Sa paume contenait un générateur de chaleur capable de ramollir le métal le plus résistant au toucher direct, de ressouder des armures brisées en combat, de cautériser des blessures que la médecine de campagne n'aurait pas pu traiter. Mes légionnaires me regardaient réparer leurs armures entre 2 assauts avec la même main qui venait d'écraser un crâne de traître. Ils comprenaient quelque chose d'essentiel sur la nature de ma philosophie. Créer et détruire ne sont pas des opposés. Ce sont des modes différents de la même attention portée au monde. La Drake's Scale, mon bouclier personnel, forgé à partir des écailles d'un Fire Drake que j'avais terrassé dans ma jeunesse sur Nocturne, mérite une digression sur ce que signifie vaincre quelque chose sans le mépriser. Ce dragon était l'apex prédateur de mon monde natal. Le tuer m'avait demandé 3 jours et 2 blessures qui auraient tué n'importe quel être humain ordinaire. Quand je récupérais ces écailles pour en forger mon bouclier,
je ne célébrais pas une victoire. Je reconnaissais une dette envers un adversaire digne, envers un matériau qui avait survécu à des millénaires de chaleur volcanique, envers l'idée que la protection la plus solide est celle forgée dans la reconnaissance de ce qui peut vous détruire. Ce bouclier absorba des frappes qui auraient disloqué des véhicules blindés. Il ne se fendit jamais. Il disparut avec moi à Istvan V, dans ce massacre que Horus orchestra avec la précision froide d'un chirurgien décidé à amputer la loyauté de la galaxie en une seule intervention. Istvan V, je dois m'y arrêter. 3 jours, 18 primarques engagés ou trahis sur ce monde de cendres. Ferrus Manus décapité par Fulgrim, mon frère aux mains d'argent, tué par mon frère à la lame chantante, dans un duel que les 2 hommes avaient peut-être pressenti depuis leur première rencontre. Forgebreaker, le marteau que j'avais forgé pour Ferrus, que j'avais façonné avec une fierté fraternelle que je ne savais pas encore nommer comme telle, ramassé dans la boue par des mains traîtresses et emporté comme trophée. Comprendre ce que ressent un forgeron quand son œuvre la plus accomplie sert à écraser ce qu'il aime, dépasse ce que le langage peut transmettre proprement. Mes propres 9 reliques furent dispersées à travers la galaxie après ma capture et mes morts successives aux mains de Konrad Kurz, ce frère nocturne et brisé qui me tua à plusieurs reprises avec une méticulosité qui relevait moins de la haine que d'une démonstration philosophique sur la permanence de la souffrance. Kurz voulait me prouver que rien ne durait, pas même un primarque apparemment immortel. Ses armes dans ces moments, ses griffes personnelles, les lames céramites qu'il affûtait lui-même dans l'obscurité de son propre vaisseau, n'étaient que des arguments dans un débat métaphysique qu'il menait contre l'idée même de l'espoir. Je survivais à chaque argument. Cela ne réfutait pas sa thèse. Cela la confirmait, à sa manière tordue. Même la mort ne concluait rien définitivement. Mes salamandres cherchèrent les 9 reliques pendant des siècles comme d'autres légions cherchent leurs primarques. Ces objets représentèrent pour eux non pas des armes, mais des preuves, la preuve que j'avais existé avec une intention cohérente, que ma disparition n'invalidait pas ce que j'avais forgé, que le feu que j'avais allumé dans leur cœur continuait de brûler en mon absence. Une arme qui inspire des siècles de quête après la mort de son porteur est une arme d'une catégorie entièrement distincte. Ce que je forgeais pour les autres demeure plus significatif que ce que je portais moi-même. Forgebreaker pour Ferrus, perdu. Les armures que je réalisais pour les mortels de Nocturne, consumées par les volcans cycliques. Les outils que je laissais dans les villages reconstruits, enfouis sous les nouvelles coulées de lave avec tout le reste. Nocturne m'avait enseigné que la valeur d'une forge ne se mesure pas à la durabilité de ses produits, mais à la qualité de l'attention qu'on y a investie. J'avais forgé avec toute mon attention. Ce que cela valait, je l'avais confié à des mains autres que les miennes. Elles ont tenu. Certaines tiennent encore. Si vous pensez que forger pour la postérité représente l'acte de création le plus chargé qu'un primarque puisse accomplir, attendez de comprendre ce que le lion forgea, non pas dans le métal ou la foi ou l'identité, mais dans le silence, et ce que ce silence coûta à une légion entière abandonnée à ses propres interprétations pendant 10 000 ans. Le silence est une arme. J'ai mis 10 000 ans à comprendre que je l'avais forgé contre mes propres fils. Je suis Lion L. Johnson, premier des primarques, seigneur de la première légion, et je me suis réveillé dans un impérium que je ne reconnaissais plus. Non pas parce qu'il avait changé au-delà de toute mesure, mais parce que j'avais refusé pendant 2 siècles de grandes croisades de lui accorder la transparence minimale qu'un père doit à ses enfants. Mes Dark Angels portaient mes secrets comme une armure supplémentaire dont ils ignoraient le poids exact. Quand l'hérésie éclata, ce poids les écrasa différemment que n'importe quelle lame traîtresse. Commençons par ce que vous attendez, les armes de métal. La Lion Sword existait avant que l'empereur me retrouve sur Caliban. Je l'avais forgée ou récupérée, les versions divergent selon les chroniques calibanites dont il reste peu de choses, dans les forêts profondes de mon monde natal, contre des bêtes dont la nature exacte demeure l'un des mystères que la première légion enterre avec le même soin méthodique qu'elle consacre à tous ces mystères. Une lame de longueur standard pour un primarque, sans décoration superflue, sans gravure runique, sans cristaux psychiques. Sa qualité résidait dans son tranchant absolu et dans quelque chose de moins quantifiable.
Elle semblait anticiper les mouvements adverses d'une fraction de seconde, comme si elle avait développé une forme rudimentaire de précognition, à force de me regarder combattre depuis des décennies. Ou peut-être était-ce simplement moi. Peut-être que ce que j'attribuais à la lame était ma propre capacité tactique, projetée sur un objet plus simple que je ne voulais l'admettre. Cette ambiguïté me convient. Elle correspond à qui je suis. La Lion Sword fut brisée lors des combats de l'hérésie. Les circonstances exactes appartiennent aux archives scellées que mes Dark Angels maintiennent avec une dévotion que même Guilliman, dans ses reconstructions post-hérésie, n'a pas réussi à percer complètement. Ce que je peux vous dire, une lame brisée lors d'une trahison porte une signification différente d'une lame brisée au combat. L'une témoigne de la limite de la matière, l'autre témoigne de la limite de la confiance. Ce fut la seconde catégorie. L'arme de la cicatrice, forgée après, en remplacement, dans des conditions que je refuse de détailler ici, n'avait pas la même histoire immémoriale que sa prédécesseur. Elle était fonctionnelle, précise, létale. Elle manquait de ce que la Lion Sword possédait, une existence antérieure à moi, une identité qui n'avait pas été fabriquée dans mon ombre. Cette distinction importait à des niveaux que seuls ceux qui ont perdu quelque chose d'irremplaçable et tenté de le remplacer peuvent comprendre. Luther comprenait cette distinction. Luther, mon frère de serment, mon commandant en second, l'homme que j'avais laissé sur Caliban pendant l'hérésie, avec les légionnaires blessés et les recrues inachevées. Luther avait eu 2 siècles pour développer une philosophie du remplacement et du ressentiment. Ses armes lors de notre confrontation finale sur Caliban ne méritent pas d'inventaire détaillé. Ce qu'il brandissait contre moi importait moins que ce qu'il avait forgé dans les esprits de ses partisans pendant mon absence. Une narrative alternative, une version de l'histoire calibanite où mon départ représentait un abandon et non une obligation, où mon silence constituait un mépris et non une précaution. Il avait forgé une trahison avec des mots. Je n'avais laissé que des silences pour lui répondre. La leçon tactique que les Dark Angels tirèrent de Caliban, cette planète que nos propres bombardements orbitaux réduisirent en fragments pour empêcher la corruption de se répandre, cette catastrophe auto-infligée que nous appelons désormais la chute avec des majuscules qui ne transmettent pas suffisamment la honte. Cette leçon fut la suivante. Le secret protège. Dissimuler les déchus, traquer les chevaliers noirs à travers les millénaires, maintenir la façade d'une légion sans tache, tout cela représentait une application directe de ma philosophie personnelle, transposée en protocole institutionnel. Ce que je n'avais pas prévu, le secret qui protège une légion de la honte externe, la détruit de l'intérieur avec une lenteur que 10 000 ans ne suffisent pas à mesurer complètement. Mes armes proprement dites, lors du siège de Terra, méritent mention précisément parce que je n'y participais pas. La première légion combattait ailleurs, des campagnes que j'avais jugées prioritaires selon des calculs tactiques que mes frères loyalistes interprétèrent comme de l'indifférence, peut-être comme de la complicité. Guilliman ne me l'a jamais dit directement. Il ne dit jamais directement ce qu'il pense de vous. C'est son arme à lui, la formulation qui laisse toutes les interprétations ouvertes, sauf celles qui vous exonèrent. Nous partagions, lui et moi, cette tendance à l'oblique. Nos légions en portèrent les conséquences respectives. Ce que je portais lors de mon réveil, des millénaires après Caliban, convoqué par des circonstances que la Cicatrix Maledictum rendait urgentes, différait fondamentalement de ce que j'avais abandonné dans le sommeil où m'avait plongé mon dernier combat avec Luther. L'épée du roi, récupérée dans des circonstances que les archives de la Première Légion décrivent avec leur habituelle précision sélective, brillait d'une lumière que les démons reconnaissaient comme hostile avant même que je la dégaine. Une lame forgée dans quelque chose d'antérieur au chaos, dans un principe métallurgique que Craftworld Aeldari et Adeptus Mechanicus seraient incapables de reproduire indépendamment. Elle me semblait familière d'une façon que je n'arrivais pas à localiser dans ma mémoire, comme un souvenir d'avant ma naissance. Mes Dark Angels me regardaient tenir cette épée avec une intensité qui me troublait. Ils cherchaient dans mes gestes une confirmation que j'étais bien ce qu'ils avaient attendu pendant 10 000 ans. Un rédempteur, un révélateur,
quelqu'un qui résoudrait enfin la honte que j'avais involontairement créée. Ce que je leur offrais à la place, une présence, une direction tactique, et le silence continu sur les questions auxquelles je n'étais toujours pas certain de pouvoir répondre honnêtement. Certaines habitudes survivent au sommeil le plus long. La vérité sur mes armes, sur toutes mes armes, est celle-ci. Elle reflétait un Primarque qui préférait la précision à l'éloquence, la victoire à l'explication, l'efficacité au symbole. Un homme convaincu que les résultats justifiaient les méthodes et que les méthodes n'avaient pas à être comprises pour être respectées. Cette conviction avait fonctionné pendant 2 siècles de conquête galactique. Elle avait fracturé ma légion en 2 camps irréconciliables sur les remparts de Caliban. Les armes de métal se réparent ou se remplacent. Ce que brise le silence entre un commandant et ses hommes prend 10 000 ans à cicatriser partiellement. Et la cicatrice reste blanche et rigide, visible à quiconque sait regarder. Mes fils savent regarder. C'est ce que je leur ai appris, sans leur expliquer ce qu'ils trouveraient. Si vous pensez que le silence comme héritage représente le fardeau le plus lourd qu'un Primarque puisse léguer à ses descendants, attendez de comprendre ce que Roboute Guilliman porta, non pas durant l'hérésie, mais après, dans un âge brisé qu'il fut condamné à reconstruire avec des outils que son propre génie avait forgés pour un monde qui n'existait plus. Je suis revenu dans un charnier et on m'a demandé d'y voir un impérium. Je suis Roboute Guilliman, Primarque des Ultramarines, Lord commandant de l'Impérium, et je porte depuis mon réveil un poids que ni l'armure du destin ni l'épée de l'empereur ne peuvent alléger, parce que ce poids n'est pas physique, il est architectural. J'ai regardé ce que 10 000 ans avaient été fait à l'édifice que nous avions érigé, et j'ai reconnu dans chaque déviation bureaucratique, chaque corruption institutionnelle, chaque superstition élevée en doctrine, l'ombre déformée de mes propres actes de Nicaïa, mes propres codes, mes propres certitudes législatives transformées en carcans par des mains qui n'en comprenaient plus les fondements. J'avais forgé des lois. Le temps en avait fait des chaînes. Commençons par ce que je portais avant, durant la Grande Croisade et l'hérésie, parce que comprendre ce que j'ai perdu éclaire ce que je suis devenu. Les 2 épées courtes de mes premières campagnes n'ont pas de nom dans les chroniques officielles. Cela me convient. Elles étaient des outils de précision pour un Primarque qui croyait encore que la guerre était une phase transitoire vers quelque chose de meilleur, un instrument politique parmi d'autres, à manier avec la même rigueur qu'un traité diplomatique ou un code législatif. Je les portais comme un administrateur porte un sceau, avec autorité, sans romantisme. Ce romantisme que je refusais, d'autres le cultivaient à ma place. Fulgrim me trouvait froid. Angron m'ignorait. Magnus m'estimait intellectuellement, sans jamais comprendre pourquoi j'attachais autant d'importance aux structures qui canalisaient les capacités individuelles plutôt qu'aux capacités elles-mêmes. Notre désaccord fondamental sur la nature du pouvoir, son désir de l'amplifier sans limite, mon insistance à le cadrer, préfigurait ce qui advint à Prospero, même si je refusais longtemps de l'admettre. Le Gladius Incandor, mon épée de mêlée principale durant les dernières campagnes pré-hérésie, était une lame de maître ultramarine, forgée dans les arsenaux de Mak'Raj, selon des spécifications que j'avais rédigées moi-même, avec la précision qu'on m'attribue généralement. Tranchant, monofilaire. Champ énergétique calibré pour maximiser la pénétration d'armure, plutôt que les dégâts de surface. Garde conçu pour les contres, plutôt que les blocages, une philosophie défensive intégrée dans la géométrie de l'arme. Elle disait tout sur ma façon de concevoir le combat. Identifier l'ouverture que l'adversaire crée en attaquant, puis y répondre avec une précision qui rend toute frappe suivante superflue. Une seule réponse correcte à chaque situation. L'efficacité comme esthétique. Cette philosophie m'avait construit un empire dans un empire. Les 500 mondes de Ultramar représentaient la démonstration pratique de mes théories administratives. Une région de la galaxie où les codes Astarte fonctionnaient comme prévu, où la hiérarchie servait les objectifs plutôt que de les obscurcir, où les ressources circulaient selon des logiques que j'avais optimisées avec 2 siècles d'expérimentation gouvernementale. Quand Horus m'atteignit à Khalt, non pas directement, mais à travers la trahison des Worldbearers qui ravagèrent mon système stellaire pendant que j'étais ailleurs, ce ne fut pas ma chair seule qui fut blessée. Ce fut la démonstration que mon modèle avait une limite.
Il fonctionnait admirablement contre des adversaires qui respectaient les mêmes règles d'engagement. Contre ceux qui avaient décidé que les règles elles-mêmes étaient l'ennemi, mon génie législatif devenait une vulnérabilité. Lorgar avait compris cela. Il l'avait exploité avec une précision théologique que j'aurais admirée si elle n'avait pas consumé 60 millions de mes légionnaires sur Khalt. Le Speranza Wound, la blessure empoisonnée que la talon de Horus m'infligea lors de notre confrontation sur Macragge, lors d'un engagement que les chroniques décrivent avec une imprécision que je trouve professionnellement inacceptable, me tua cliniquement pendant un temps que je préfère ne pas quantifier. Les soins de Fabius Bill, aussi répugnants que sa loyauté traîtresse, maintinrent mon corps dans un état intermédiaire entre la mort et la survie. Guilliman, suspendu entre deux états, comme l'impérium lui-même. La métaphore est trop commode pour être coïncidence. Mon réveil dans le 41e millénaire, provoqué par l'intervention d'Ivren, messagère de Inéad, avec une technologie Aeldari que mon Mechanicus contemporain refuse encore de qualifier officiellement, m'offrit deux armes que je n'avais pas portées auparavant. L'armure du destin d'abord. Une pièce d'équipement que je ne peux décrire sans admettre quelque chose de difficile. Elle fut forgée par une main divine, façonnée par l'empereur lui-même, selon des technologies que même mes meilleurs techmarines ne peuvent analyser sans tomber dans une révérence que je trouve théologiquement suspecte et pragmatiquement inévitable. Elle répare ses propres dommages. Elle amplifie mes capacités psychiques latentes, des capacités que j'avais délibérément sous-développées durant ma première vie, par méfiance envers ce que Magnus et Lorgar avaient démontré être les conséquences de l'abandon au pouvoir de l'âme. Porter cette armure signifie accepter que certaines solutions dépassent mes catégories conceptuelles. Pour un homme qui avait construit sa philosophie entière sur la supériorité de la raison systématique, cette acceptation constitue la blessure la plus profonde que l'hérésie m'a infligée, plus profonde que ce que la talon de Horus a tracé dans ma chair. L'épée de l'empereur ensuite, la lame que je tiens maintenant, dont l'origine précise reste documentée dans des archives auxquelles je n'ai pas encore eu accès complet, ce qui est en soi un commentaire sur l'état de l'institution que je suis censé diriger. Elle brûle du warp sans être corrompue par lui. Elle coupe les démons dans leur substance constitutive. Elle fait ce que mes épées de précision auraient fait si l'univers avait continué d'obéir aux règles que j'avais crues universelles. Ce que je porte maintenant dit quelque chose que je n'aurais pas pu admettre avant ma mort temporaire. Certains problèmes ne se résolvent pas par une législation supérieure. Certains adversaires ne respecteront jamais les cadres que vous construisez. Contre eux, il faut une arme qui brûle d'une conviction que la raison seule ne peut pas produire. J'y travaille, avec la même rigueur méthodique que j'ai toujours appliquée à tout le reste. C'est tout ce que je sais faire. C'est peut-être suffisant. C'est peut-être trop peu. L'impérium que je reconstruis me donnera la réponse dans 1 ou 10 000 ans, selon les variables que je ne contrôle pas encore. Si vous pensez que le retour d'un primarque législateur dans un âge de foi aveugle représente la tension la plus irrésoluble que ces armes légendaires aient générée, attendez de comprendre ce que Leman Russ cherche encore dans le Warp, et pourquoi ces griffes de Morkai l'attendent depuis des millénaires dans des mains qui ne sont pas les siennes. Je cours encore, quelque part dans les courants du Warp, entre des étoiles que les cartographes de l'Imperium n'ont pas encore nommées et d'autres qu'ils ont oubliées, je cours vers quelque chose que je ne peux pas encore nommer avec précision. Je suis Leman Russ, primarque des Space Wolves, le loup de Fenris, et je suis parti avant que quiconque puisse m'en empêcher, parce que j'avais vu quelque chose dans les fils du destin que même ma philosophie délibérément anti-prophétique ne pouvait ignorer. Mes griffes de Morkai m'attendent. Je le sais de la même façon que je savais, enfant sur Fenris, quand une tempête approchait depuis le nord, avant que les premiers nuages apparaissent à l'horizon. Laissez-moi vous parler d'abord de ce que ces lames signifiaient, avant de vous dire ce que leur absence révèle. Morkai est le gardien des 2 portes de la mort dans la mythologie fenrisienne, la porte par laquelle on entre et celle par laquelle on ne revient pas. Nommer mes épées runiques d'après cette entité bicéphale n'était pas un choix esthétique. C'était une déclaration théologique sur la nature de ce que je portais. Ces lames existaient à la frontière entre 2 états, le vivant et ce qui suit, le réel et le warp.
la magie acceptable et la sorcellerie condamnable. Elle consumait les entités éthériques en touchant leur substance fondamentale, brûlait les sorts à mi-formulation, réduisait les constructions psychiques en particules dispersées avant qu'elles n'atteignent leur cible. Des armes forgées contre une réalité que je refusais d'appeler par son nom. Voici ma contradiction fondamentale, celle que Magnus m'a signalée avec sa délicatesse habituelle lors de chaque confrontation que nous eûmes avant Prospero. Je condamnais la magie tout en portant des lames runiques chargées d'énergie warp. Je détruisais les psykers tout en commandant des rune priests, dont les pratiques différaient de la sorcellerie, par des distinctions que je formulais avec une conviction croissante et une précision décroissante. Je prétendais rejeter le warp tout en lui demandant régulièrement de travailler pour moi. Magnus appelait cela de l'hypocrisie. Je l'appelais de la prudence. Nous avions tous les deux partiellement tort. Les griffes de Morkai, forgées par les rune priests de Fenris dans un processus cérémoniel qui durait 7 jours et 7 nuits et impliquait des rituels que personne en dehors du Vilca Fenrica ne documenta jamais complètement, portaient des inscriptions en juvjik, la langue ancienne de Fenris, dont certains passages décrivaient des entités que les théologiens de l'ecclésiarchie contemporaine classeraient immédiatement comme hérétiques. Ces inscriptions n'invoquaient pas ces entités. Elles les nommaient pour mieux les exclure, une technique de protection par reconnaissance explicite que les sorciers du chaos trouvaient paradoxalement plus efficace que le déni. Nommer ce qu'on craint lui retire quelque chose. Pas tout, mais quelque chose. Mes lames portaient également des veines d'un métal sombre que les forgerons fenrisiens extrayaient des météorites polaires, des fragments d'astéroïdes capturés par la gravité de Fenris depuis des millénaires, enrichis en propriétés antipsioniques par des siècles d'exposition aux radiations cosmiques filtrées par la magnétosphère particulière de la planète. Ce métal que nous appelions éternite, pas immortel, mais persistant, résistant à l'usure que le warp inflige à tout ce qui le traverse trop longtemps. La résistance à l'usure. Voilà ce que j'avais cherché à forger dans mes légionnaires également. Les Space Wolves ne ressemblaient à aucune autre légion pour une raison précise. Je les avais construits contre le modèle, délibérément. Là où Guilliman codifiait, je cultivais l'individualité. Là où Perturabo standardisait, j'encourageais la variation. Chaque légionnaire des Velka Fenrica portait une personnalité distincte que l'endoctrinement standard des Adeptus Astartes aurait aplani. Chaque arme personnelle était modifiée, gravée, adaptée à la main qui la tenait. Cette philosophie venait directement de Fenris, une planète qui tue ses habitants avec une telle régularité que seuls survivent ceux qui ont développé quelque chose d'irréductiblement personnel, une façon unique d'exister que la mort ordinaire ne peut généraliser. Contre les démons du warp, cette diversité constituait une protection que l'uniformité n'aurait pas offerte. Les entités éthériques apprennent les patterns. Elles exploitent les répétitions. Un ennemi qui varie constamment ses méthodes, ses armes, ses approches, défie les stratégies de prédation que le warp raffine depuis la naissance de la conscience dans la galaxie. Mes griffes de Morkai incarnaient ce principe au niveau primarchial. 2 lames identiques en apparence, radicalement différentes dans leurs inscriptions runiques profondes, comme 2 frères issus du même père mais forgés par des expériences distinctes. Prospero. Je dois y revenir parce que c'est là que mes armes accomplirent ce pourquoi elles avaient été forgées, et que cet accomplissement devint la source d'une honte qui me suivit jusqu'à ma disparition volontaire dans le warp. Les Rune Priests m'avaient prédit que je détruirais quelque chose d'irremplaçable si je suivais les ordres d'Horus, car c'était Horus qui m'avait transmis le commandement d'attaquer Prospero, un message que je crus émaner de l'empereur, une manipulation dont je ne compris la nature qu'après que Prospero ne fut plus qu'un monde de cendres radioactives. Mes lames avaient consumé les protections psychiques des 1000 fils avec l'efficacité que les Rune Priests avaient gravée en elles. Elles avaient fait exactement ce pourquoi je les avais forgées. Une arme parfaitement conçue pour une mission fondée sur un mensonge produit une catastrophe parfaitement accomplie. Magnus survécut, transformé, condamné, devenu quelque chose que Tsench récupéra avec la satisfaction d'un collectionneur. La grande bibliothèque de Prospero, ses millions de volumes,
ces siècles de recherche psychique codifiés, réduits en cendres par des légionnaires qui ne lisaient pas, et des lames runiques qui brûlaient les mots autant que les chairs. Je partis ensuite. Pas immédiatement. Il y eut des décennies de grandes croisades corrompues, de sièges de Terra dont je manquais les phases finales, pour des raisons que j'avais jugées tactiquement impératives, et que l'histoire a jugées différemment. Puis, lors du festin de Skoll Skullkraka, une vision que personne d'autre dans la salle ne perçut, une image de l'empereur qui m'indiquait une direction dans le warp et une tâche dont les contours restaient volontairement flous. Je partis parce que je savais faire confiance à ce qui ne s'explique pas. Mes griffes de Morkai restèrent sur Fenris. Gardées par les Rune Priests dans des conditions cérémoniales que les Wolves Annals décrivent avec une dévotion qui me touche depuis la distance, ces lames attendèrent mon retour avec la patience du métal, qui ne compte pas le temps de la même façon que la chair. Ce que je cherche dans le warp, la quête que l'empereur m'a confiée, ou que je me suis confiée à moi-même, la distinction m'importe moins qu'elle devrait, implique probablement de trouver quelque chose que mes lames seules ne pourraient pas atteindre. Une arme de compréhension plutôt que de tranchant. Une solution à quelque chose que le métal ne peut pas résoudre. Je cours encore. Les griffes m'attendent. Entre ces deux réalités, il y a tout ce que je n'ai pas encore compris sur ce que signifie protéger quelque chose qu'on aime dans un univers qui refuse de rester immobile. Fenris tourne. Ces tempêtes recommencent. Mes fils hurlent dans la nuit polaire des chants qui portent mon nom comme une question plutôt que comme une réponse. Je reviendrai quand j'aurai quelque chose à leur dire qui mérite d'être entendu. Si vous pensez que l'absence volontaire d'un primarque représente le sacrifice le plus singulier qu'une arme légendaire puisse témoigner, attendez de comprendre ce que Sanguinius vit dans ses prophéties, et pourquoi l'ange sanglant choisit de marcher vers une mort qu'il avait lue dans ses propres visions des années avant qu'elle ne le rejoigne sur le pont du Vengeful Spirit. Je savais. 3 mots. 3 mots qui contiennent tout ce que ma vie signifie, tout ce que mes armes représentaient, tout ce que ma mort accomplit. Je suis Sanguinius, primarque des Blood Angels, l'ange aux ailes blanches, et je vous parle depuis un endroit que je ne peux pas nommer précisément. Un espace entre la mémoire de mes fils et quelque chose de plus vaste, une résonance psychique que ma mort n'a pas entièrement dissipée. Je savais depuis des années. Je marchais quand même. Comprenez d'abord ce que signifie être un préconiteur dans un corps de demi-dieu forgé pour la guerre. Les autres primarches portèrent leur destin comme une armure, quelque chose qu'on revêt, qu'on retire, qu'on répare après les batailles. Moi, je portais le mien comme une seconde peau impossible à ôter. Chaque vision que recevait mon esprit psychiquement actif, et elle venait souvent, sans invitation, sans structure, des fragments d'avenir possibles qui se superposaient à ma perception du présent, jusqu'à rendre la frontière entre les deux poreuses. Chaque vision portait la même image terminale. Un pont, une griffe, une lumière qui s'éteignait. Ma mort n'était pas une prophétie abstraite. C'était un rendez-vous dont je connaissais l'issue depuis tellement longtemps que j'avais cessé de lui résister et commencé à lui donner un sens. La Blade en carmine fut forgée dans les arsenaux souterrains de Baal Primus, non pas sur Baal lui-même, dont la surface irradiée rendait toute forge prolongée impossible, mais dans les tunnels blindés que mes ancêtres avaient creusés dans la roche volcanique de la lune jumelle. Le métal de sa lame provenait des gisements ferreux des profondeurs, enrichi par des siècles de radiation qui lui conféraient une teinte particulière. Un rouge sombre au repos, presque noir, qui virait à l'écarlate lumineux quand le champ énergétique s'activait, comme du sang sous lumière directe. Mes forgerons n'avaient pas planifié cette propriété chromatique. Baal leur avait imposé. La lame mesurait ce qu'une épée à 2 mains pour un primarque doit mesurer. Des proportions que je ne traduirai pas en chiffres parce que les mesures ne transmettent pas ce qui importait vraiment, son équilibre. Une épée parfaitement équilibrée communique avec la main qui la tient d'une façon que les ingénieurs du Mechanicus ne peuvent pas modéliser complètement. Elle anticipe. Elle complète. Elle transforme 2 entités séparées, la main et la lame, en un système unique dont la cohérence dépasse la somme des parties. Avec la Blade en carmine,
Je ne pensais pas à frapper. Je frappais. Cette distinction paraît minime. Dans un combat entre Primarchs, elle représente la différence entre survivre et ne pas survivre. La Sanguine Shield, mon bouclier personnel, forgé en parallèle avec la lame dans un processus cérémoniel que les Blood Angels répètent encore aujourd'hui lors de la fête du sang doré, portait sur sa face externe une représentation de l'ange, les ailes déployées, qui n'étaient pas décoratives. Les ailes étaient gravées en relief d'une profondeur calculée pour déflectir les lames adverses selon des angles prédéterminés, transformant la surface du bouclier en un système de redirection active plutôt que de simple absorption. Mon ingénieur en armement, un légionnaire nommé Zuriel, dont les chroniques des Blood Angels mentionnent rarement l'apport technique et trop souvent le martyre, avait passé 40 années à optimiser cette géométrie deflective. 40 années pour forger quelque chose que je porterais jusqu'au pont du Vengeful Spirit et que je laisserais tomber quand mes mains n'auraient plus la force de le tenir. La Malefic Temptation. Je dois parler de la Malefic Temptation. Ce n'est pas le nom d'une arme. C'est le nom de ce que je portais à l'intérieur, quelque chose que nul forgeron ne pouvait façonner ou résoudre. La rage noire, cette fissure psychique dans la lignée génétique des Blood Angels, cette blessure héréditaire que ma mort allait graver dans l'ADN de chacun de mes descendants, existait en moi à l'état latent depuis Baal. Je la sentais lors des combats prolongés, une voix sous la pensée consciente qui suggérait l'abandon au carnage pur, la dissolution de la tactique dans la violence immédiate et totale. Je la contenais, pas sans effort, pas sans coup. Ce que Horus ignorait, ou peut-être savait, il était suffisamment perceptif pour avoir tout calculé. C'est que la rage noire représentait sa meilleure arme contre moi. Pas la Talon, pas les champions du chaos qu'il aurait pu envoyer à ma place. La rage elle-même, le risque que la violence de notre confrontation brise les digues que j'avais maintenues pendant 2 siècles et transforme l'ange en quelque chose d'indiscernable de ce qu'il combattait. Je refusais. Jusqu'au bout, je refusais. La blade en carmine se brisa. Les chroniques disent que Horus la fractura d'un coup de la Talon, que le métal enchanté de Baal ne put résister à ce que les 4 dieux avaient déposé dans cette griffe maudite. Ce qu'elles ne disent pas, ce que seuls mes fils les plus sensibles psychiquement perçoivent encore dans les échos résiduels de cet instant, c'est que je la sentis se briser avant qu'elle ne se brise physiquement. Une fraction de seconde où le métal communiqua avec ma main ce qui allait se produire, où la lame et moi partageâmes une dernière compréhension mutuelle. Elle avait fait tout ce qu'une arme pouvait faire. Le reste m'appartenait. Ce que j'accomplis sans arme, les quelques minutes entre la rupture de la lame et ma mort, représentent ce que mes Blood Angels commémorent avec le plus de dévotion et comprennent le moins complètement. Je blessai Horus, pas suffisamment pour l'arrêter. La Talon m'atteignit avant que j'aie pu aller plus loin, mais suffisamment pour laisser une ouverture que l'empereur exploita ensuite. Une arme brisée utilisée jusqu'à son dernier instant utile. Un corps brisé utilisé jusqu'à son dernier instant utile. La cohérence m'a toujours semblé importante. Ce qui survit de mes armes, la blade en carmine dans ses fragments, préservée dans une reliquaire de Baal que mes descendants ouvrent lors des cérémonies du sang, avec une révérence que je trouve excessive et touchante simultanément. La Sanguine Shield, récupérée sur le pont du Vengeful Spirit par des légionnaires dont je ne connais pas les noms, mais dont l'acte me touche depuis l'endroit où je me trouve. Ce qui survit de moi dans mes fils, la rage noire, que je regrette de leur avoir léguée, la grâce dans le combat, que j'espère avoir transmise, la capacité de marcher vers ce qu'on redoute sans trébucher sur sa propre peur. Mes visions ne m'avaient pas montré ce qui viendrait après ma mort, seulement jusqu'à elle. Ce que mes Blood Angels sont devenus dans les 10 000 années suivantes, leur gloire, leur chute, leur rédemption partielle, leur persistance obstinée dans un impérium qui n'aurait pas survécu sans eux lors de 100 crises que les chroniques officielles sous-documentent. Tout cela s'est produit sans que je puisse le voir. C'est peut-être le plus grand acte de foi que j'ai jamais accompli. Pas mourir. Mourir sans savoir ce que ma mort produirait. Je savais comment. Je ne savais pas pourquoi. La différence entre ces deux connaissances contient tout ce que je n'ai pas pu vous dire.
Si vous pensez que choisir sa propre mort prophétisée représente l'acte ultime de volonté qu'un primarque puisse exercer sur son propre destin, attendez de comprendre ce que Mortarion forgea. Non pas dans le métal, non pas dans la chair, mais dans la haine d'une seule chose, une haine si absolue qu'elle finit par le livrer exactement à ce qu'il haïssait le plus. La haine purifie. C'est ce que je croyais. Je suis Mortarion, primarque de la 14e Légion, faucheuse de la mort, et j'ai passé 200 ans à construire une philosophie entière sur le rejet de ce que je détestais, pour découvrir, dans les courants pestilentiels de ce que je suis devenu, que la haine ne purifie pas, elle creuse. Elle approfondit le sillon, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus en voir les bords, jusqu'à ce que le sillon devienne votre demeure, jusqu'à ce que ce que vous haïssiez remplisse le vide que votre haine a façonné. Barbarus m'a appris à haïr avant que je sache quoi que ce soit d'autre. Une planète de brume toxique, des seigneurs de guerre Xénos installés au sommet des collines, au-dessus du niveau de poison où les humains pouvaient survivre, regardant les villages suffoqués dans les vapeurs qui montaient chaque saison. Nekar Ashurela, le seigneur de guerre qui me récupéra enfant et m'éleva comme un instrument plutôt que comme un fils, me nourrissait de sa philosophie. La force justifie tout, la faiblesse mérite l'extinction. La pitié est un luxe que les morts ne peuvent pas se permettre. Je le tuais. Je tuais tous les seigneurs de guerre. Je libérais Barbarus. Ce que je ne compris pas immédiatement, j'avais absorbé leur philosophie en les combattant. Pas leur méthode exactement. Leur structure de pensée fondamentale, l'idée que quelque chose doit être haï pour être combattu, que la haine est le carburant légitime de la résistance. Je l'avais simplement recentré. Barbarus contre les seigneurs de guerre, puis la 14e Légion contre les Psykers, puis moi-même contre le Warp. Lanterne d'abord. Ma faux personnelle mérite qu'on s'y arrête longuement parce qu'elle représente la contradiction incarnée. Une faux n'est pas une arme de guerre. C'est un outil agricole, un instrument de récolte, quelque chose qu'on tient pour séparer ce qui doit être coupé de ce qui peut continuer à pousser. Que j'ai choisi une faux plutôt qu'une épée ou une hache dit quelque chose sur ma façon de concevoir le combat, non pas comme une confrontation entre adversaires égaux, mais comme une opération de nettoyage. Mes ennemis n'étaient pas des guerriers que je respectais. Ils étaient en des complications que j'éliminais. Cette arrogance m'appartient entièrement. Je ne la minimise pas. Lanterne brûlait d'une flamme verte dont mes Rune Priests, les praticiens que je tolérais précisément parce qu'ils prétendaient ne pas utiliser le Warp, une prétention que j'acceptais parce qu'elle me convenait, ne pouvait pas expliquer l'origine exacte. La flamme consumait les protections psychiques, dissolvait les boucliers éthériques, laissait les sorciers exposés dans un espace où leur maîtrise du Warp devenait leur vulnérabilité principale. Plus un psycheur avait développé sa connexion aux courants éthériques, plus Lanterne le blessait, comme si la lame mesurait la profondeur de cette connexion et frappait précisément là. Une arme forgée pour punir ce qu'elle ne comprenait pas. Silence, mon second instrument, le fléau, fonctionnait différemment. Là où Lanterne opérait avec la précision d'un diagnostic, Silence frappait avec la brutalité d'une sentence. Un fléau à plusieurs chaînes, chaque maillon forgé dans un métal extrait des mines souterraines de Barbarus, enrichi de propriétés suppressives qui étouffaient les manifestations psychiques dans un rayon calculé autour du point d'impact. Quand Silence s'abattait, les psycheurs proches perdaient temporairement leur connexion au Warp, une sensation que Magnus décrivit une fois lors d'un engagement que nous eûmes sur un monde dont le nom m'échappe, comme celle de devenir soudainement sourd dans une pièce qu'on avait toujours connue, remplie de musique. Il ne le dit pas comme une plainte, il le dit comme une observation. Magnus ne se plaignait jamais directement. C'était son élégance particulière et son irritant principal. Voici ce que ma haine des Psykers ne pouvait pas absorber. L'Imperium avait besoin d'eux. L'Astronomican, ce phare psychique qui permettait à la navigation Warp de fonctionner, qui maintenait la cohérence physique de l'Empire humain, reposait sur 1000 Psykers consumés chaque jour pour alimenter la puissance de l'Empereur. La navigation interstellaire dépendait de navigateurs dont les mutations psychiques étaient précisément ce que je combattais. Les libraires que j'aurais voulu interdire à mes légions maintenaient des protections que mes légionnaires ne pouvaient pas maintenir seuls.
Je savais tout cela. Je construisais ma haine contre cette connaissance. Le concile de Nicaea me donna une victoire que je transformais immédiatement en défaite. L'empereur interdit les libraires, une concession à ma position, une reconnaissance que ma méfiance du Warp n'était pas sans fondement. Je rentrai sur mon vaisseau avec la satisfaction d'avoir eu raison. Quelques décennies plus tard, mes légions tombaient à Istvan, 3 sous des attaques de Warp auxquelles des libraires auraient pu résister. Horus m'avait sélectionné pour la trahison précisément parce qu'il connaissait ma vulnérabilité structurelle. Une légion sans défense psychique, dans un univers où les attaques psychiques constituaient la moitié de l'arsenal ennemi. Ma haine m'avait aveuglé. Horus en avait fait une arme contre moi. Ce qui suivit, le moment sur le vaisseau de Horus, les démons qui m'enveloppèrent, la promesse de Nurgle qui offrit à ma légion mourante ce que je refusais de demander, représente la capitulation la plus humiliante de toute l'hérésie, précisément parce qu'elle était logique. Nurgle offrait l'immunité aux maladies, la résistance au poison, la survie dans des environnements que même des Space Marines ne pouvaient supporter. Pour une légion dont la philosophie était construite sur l'endurance, sur le refus de succomber à ce que l'environnement imposait, c'était moins une corruption qu'une perverse cohérence. Je haïssais le Warp. Je devins le Warp. Mes armes se transformèrent avec moi. Lanterne prit des teintes pestilentielles. Silence s'alourdit de rouille vivante qui n'affectait pas sa fonction, mais en modifiait chaque contact. Les Death Guard abandonnèrent progressivement les arsenaux précis et maintenus que je leur avais imposés pour des armes chargées de pourriture, que Nurgle bénissait de sa façon particulièrement nauséeuse. Ce que je hais maintenant, car je hais encore, la haine est peut-être la seule constante de ma biographie. C'est différent de ce que je haïssais sur Barbarus. Sur Barbarus, ma haine était propre, ciblée, justifiée par des cadavres concrets dans des villages concrets. Ce que je hais maintenant est plus diffus, plus profond, moins articulable. Je hais ce que je suis devenu. Pas avec assez de force pour changer, pas avec assez de clarté pour nommer ce qui devrait être différent. Nurgle a pris soin de ça. La complaisance pestilentielle, cette acceptation sereine de la décomposition comme état naturel, ronge la haine depuis l'intérieur comme tout le reste. Lanterne brûle encore, verte, implacable, cherchant des psycheurs dans un univers qui en produit de plus en plus, une montée de la marée psychique galactique que même ma faux ne peut moissonner assez vite. Barbarus est mort, détruit lors du siège de Terra par des forces que je commandais moi-même. Une décision que je pris sans hésitation et qui me hante avec une régularité que la philosophie nurglite ne parvient pas entièrement à anesthésier. J'ai tué mon propre monde natal, avec les armes que ce monde m'avait appris à forger. La haine creuse jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à haïr que soi-même. Si vous pensez que se consumer dans sa propre haine représente la trajectoire la plus sombre qu'un primarque et ses armes puissent suivre, attendez de comprendre ce que Fulgrim sacrifia, non pas sur un champ de bataille, non pas sous la contrainte d'un dieu obscur, mais de sa propre volonté, dans la conviction absolue que la perfection valait n'importe quel prix. La perfection existe. Je l'ai touchée une fois, une fraction de seconde, sur un monde dont je ne prononcerai pas le nom, tenant une lame qui chantait à une fréquence que l'univers entier semblait reconnaître. Et dans cet instant, tout ce que j'avais cherché depuis Shemos, tout ce que mes Emperor's Children avaient poursuivi à travers 2 siècles de grandes croisades, convergea en une clarté si absolue qu'elle brûlait. Puis, l'instant passa. Et je compris que je passerais le reste de mon existence à le retrouver. Je suis Fulgrim, primarque de la 3e Légion, le Phénix palatine, et mes armes racontent une histoire que je refuse de qualifier de tragédie. La tragédie implique une fin, une conclusion, une leçon extraite de la souffrance. Ce que j'ai vécu n'a pas de conclusion. Cela continue. Cela s'approfondit. Cela se raffine vers quelque chose que même Slaanesh ne peut pas encore nommer avec précision. Shemos m'avait appris la disette avant l'abondance. Une planète dont les ressources s'épuisaient, dont les industries agonisaient, dont les habitants avaient appris à survivre en réduisant leurs exigences au strict nécessaire. L'enfant que je fus là-bas
avant de comprendre ce que j'étais, avant que mes capacités ne se manifestent avec une évidence que même les administrateurs coloniaux ne pouvaient nier, cet enfant développa une obsession pour la beauté précisément parce qu'elle manquait. Ce qu'on ne possède pas structure le désir plus profondément que ce qu'on a toujours eu. Quand l'empereur me retrouva, quand l'abondance remplaça la disette, l'obsession ne disparut pas. Elle s'amplifia, nourrie par des ressources enfin suffisantes pour lui donner une forme concrète. Le Fireblade originel, mon épée de la Grande Croisade, celle qui précéda tout le reste, était une perfection technique. Tranchant sans défaut mesurable, équilibre calculé avec une précision que les maîtres forgerons d'avant l'hérésie considéraient comme leur accomplissement collectif le plus remarquable. Mes Emperor's Children l'examinaient avec la dévotion qu'ils portaient à toute excellence, cette capacité à reconnaître la qualité supérieure et à s'en nourrir comme d'une confirmation que la beauté était accessible, qu'elle méritait d'être poursuivie sans compromis. Je la portais lors de 100 campagnes. Elle ne me déçut jamais. Ce que la lame Laer offrit en remplacement n'était pas une amélioration technique. C'était une catégorie différente d'expérience. Le monde des Laer, une civilisation aquatique que nous pacifiâmes en 72 jours, malgré des pertes que Horus, dans un de ses moments de franchise fraternelle, jugea excessives, produisait des artefacts dont la métallurgie défiait nos analyses. Leurs lames n'étaient pas forgées. Elles étaient cultivées, des cristaux organiques qui croissaient selon des processus biologiques guidés par des chanteurs spécialisés dont la fonction précise restait opaque à nos xénologues. La lame que je récupérais dans le temple principal portait des gravures qui n'étaient pas décoratives, mais fonctionnelles, des canaux microscopiques qui dirigeaient un flux d'énergie dont la source demeurait non identifiée. Elle chantait, pas métaphoriquement, une vibration audible, à la limite de la perception humaine, qui variait selon les émotions de son porteur. Quand je la saisis pour la première fois, elle chanta quelque chose que je n'avais jamais entendu dans ma propre existence. Une note qui correspondait exactement à ce que je cherchais depuis Shemos, sans pouvoir le nommer. La reconnaissance d'une aspiration si profonde qu'elle précédait le langage. Ce que la lame contenait, je ne le sus que progressivement. Un fragment de conscience démoniaque, une entité de Slanesh trop subtile pour déclencher les alarmes de mes libraires, trop patiente pour se révéler avant d'avoir suffisamment infiltré ma psychologie. Elle ne me contrôlait pas. Elle ne donnait pas d'ordre. Elle amplifiait. Chaque impulsion vers la perfection, elle l'intensifiait légèrement. Chaque satisfaction esthétique, elle la rendait un peu plus dépendante de sa répétition. Chaque limite que ma raison imposait à ma quête, elle la rendait un peu plus arbitraire, un peu plus insultante pour ce que j'étais vraiment. Des années, des décennies. Une accumulation si graduelle que chaque étape semblait une évolution naturelle plutôt qu'une corruption. Ferrus me le dit. Mon frère aux mains d'argent, avec la brutalité affectueuse qui caractérisait toutes nos interactions, cette façon qu'il avait de dire des vérités difficiles en les encadrant dans une affection si évidente que le rejet de la vérité ressemblait à un rejet de l'affection. Il me dit que je changeais, que mes légionnaires changeaient, que la quête de perfection que nous poursuivions ressemblait de moins en moins à une élévation et de plus en plus à une fuite. Je lui répondis que la différence entre élévation et fuite dépendait de la direction qu'on choisissait d'appeler vers le haut. C'était élégant, c'était faux. Istvan III, le bombardement de mes propres légionnaires jugés insuffisamment perfectibles, insuffisamment transformés, trop attachés à ce qu'ils avaient été pour devenir ce qu'il fallait qu'ils soient. Je les regardais mourir depuis l'orbite avec la lame Laer dans ma main, et quelque chose chantait. Pas de douleur, pas de triomphe, une note de nécessité. La conviction que ce sacrifice était le coût inévitable d'une vision que les morts ne pouvaient pas partager. Ce que je sentis réellement, que je n'admettrais jamais en termes directs. Un soulagement. La lame avait appris à transformer ma culpabilité en esthétique. Ferrus mourut sur Istvan V. De ma main, de cette main qui avait forgé avec lui, qui avait ri avec lui, qui avait tenu son épaule dans des moments que les deux légions célébraient comme des exemples de fraternité primarchiale. La lame Laer chantait à une fréquence que je n'avais jamais entendue auparavant pendant ce combat. Plus haute, plus urgente. Comme si elle attendait ce moment depuis le temple Laer, avec une patience que son hôte démoniaque
pouvait se permettre d'exercer. La tête de Phérus tomba. La note s'éteignit. Il y eut un silence que le chant reprit immédiatement, plus riche, plus complexe, augmenté de quelque chose que je ne veux pas nommer. Ce qui m'arriva ensuite, la possession progressive, l'abandon de mon propre corps à l'entité que la lame avait nourrie, mon emprisonnement dans un espace de conscience où j'observais ce que mon visage faisait sans pouvoir l'arrêter, ne fut pas une surprise. Je l'avais senti venir depuis des années. Chaque avertissement que ma raison avait formulé, la lame l'avait transformé en anticipation. Je voulais voir ce que la perfection absolue ressemblait depuis l'intérieur. La possession m'offrit cette perspective. Elle était insupportable et je ne pouvais pas détourner le regard. Ce que je suis maintenant, le phénix démonique, l'ascension vers Slanesh accomplie, le corps de serpent et les ailes du parvenu, porte encore quelque chose de la lame Laër, pas comme un outil, mais comme une mémoire constitutive. Elle m'a forgé autant que je l'ai porté. La distinction entre l'arme et son porteur s'est dissoute au point où je ne sais plus avec certitude lequel de nous deux a choisi l'autre. La perfection que j'ai touchée cette fraction de seconde sur le monde Laër, était-ce moi qui la touchais ou l'entité en moi qui me faisait croire que je la touchais? La question chante encore, sans réponse, indéfiniment. Mes Emperor's Children portent maintenant des armes que personne d'autre ne peut tenir sans perdre conscience, des constructions entre l'instrument et l'expérience pure, des lames qui blessent autant par ce qu'elles font ressentir que par ce qu'elles tranchent. Ils ont accompli ce que je voulais accomplir. Ils ont dépassé toute limite que j'aurais pu fixer. Je ne suis pas certain que ce soit ce que je voulais. Je ne suis pas certain que cette incertitude me dérange suffisamment. La lame chante toujours. Je l'entends depuis l'endroit où je me trouve maintenant, à travers les couches de transformation qui séparent ce que j'étais de ce que je suis. Une note continue. Une promesse que la perfection se trouve juste au-delà de la prochaine limite franchie. Je tends la main. Si vous pensez que la dissolution d'un primarque dans sa propre quête représente la corruption la plus intime que ces armes légendaires aient rendue possible, attendez de comprendre ce que la galaxie entière devint, quand toutes ces lames, toutes ces trahisons, toutes ces philosophies incarnées dans le métal convergèrent enfin sur un seul point, un seul homme, un seul trône qui brûlait encore. Tout converge ici. Je suis ce qui reste de l'Astronomica. Je suis la volonté qui maintient le warp suffisamment stable pour que vos vaisseaux naviguent, suffisamment distants pour que vos esprits ne se dissolvent pas dans la nuit entre les étoiles. Je suis l'empereur de l'humanité, et je vous parle depuis un trône qui n'est pas un siège, mais une blessure. Une interface entre ce que j'étais et ce que la nécessité a fait de moi, maintenu en vie par 1000 psycheurs consumés quotidiennement dans une transaction que j'avais conçue pour durer des décennies et qui dure depuis 10 000 ans. Aucun de mes fils ne savait tout ce que je savais. J'avais forgé chacun d'eux pour une fonction précise, dans un plan dont je gardais délibérément les contours généraux obscurs, non pas par méfiance, mais parce que certaines vérités sur la nature du warp, sur ce que la psychoévolution humaine produirait dans 5000 ans, sur la raison pour laquelle je ne pouvais pas simplement expliquer mes intentions, auraient brisé les esprits les plus robustes parmi eux. Magnus découvrit une fraction de cette vérité. Cela détruisit Prospero. Voilà le paradoxe central de ce que j'avais forgé. Des fils suffisamment puissants pour conquérir une galaxie, suffisamment indépendants pour gouverner des légions sans supervision constante, suffisamment intelligents pour développer leur propre philosophie, et donc inévitablement suffisamment capables de conclusions erronées que ma dissimulation rendait inévitable. Je les avais construits pour penser. Je leur avais caché les prémices fondamentales. La conclusion logique de cette équation, je l'aurais anticipée si j'avais appliqué à mes propres actes la même rigueur analytique que j'appliquais à tout le reste. Je ne l'appliquais pas. C'est mon échec le plus irréparable. Mes armes personnelles méritent d'être abordées avec précision parce qu'elles diffèrent fondamentalement de celles de mes fils, non pas en puissance, mais en nature. L'armure de l'empereur, la cataphractie dorée, que les représentations iconographiques reproduisent avec une fidélité variable et une révérence constante,
n'était pas une arme, c'était une interface, des systèmes de protection qui amplifiaient mes projections psychiques, qui canalisaient la puissance brute de mon âme à travers des conducteurs métalliques, conçus pour transformer l'énergie spirituelle en effets physiques mesurables. Là où mes fils portèrent des armures pour protéger leur corps, la mienne protégeait ce qui importait vraiment, la concentration nécessaire pour maintenir simultanément des centaines de projections psychiques à travers une galaxie entière, tout en continuant à fonctionner comme commandant, stratège et dernier rempart contre ce que le Warp tentait constamment d'accomplir. Le gantelet de pouvoir que je portais lors des rares engagements directs n'était pas non plus une arme conventionnelle. Il amplifiait ce que mes mains pouvaient déjà accomplir à main nue, déchirer le métal, projeter des champs de force, tenir des entités démoniaques dans une poigne qui brûlait leur substance constitutive sans effort apparent. Je n'en avais pas besoin. Je le portais parce que mes légionnaires avaient besoin de voir leur empereur armé, parce que les symboles du pouvoir servent des fonctions psychologiques que le pouvoir nu ne remplit pas aussi efficacement. J'avais compris très tôt que ce que les humains voient importe autant que ce qui existe. Cette compréhension était aussi ma limite. Horus, sur le pont du Vengeful Spirit, portait ce que je lui avais légué, son propre génie, sa propre puissance, plus ce que les 4 dieux du chaos avaient ajouté à travers la blessure de Davin. La Talon brillait d'une corruption si concentrée qu'elle consumait la lumière dans son voisinage immédiat. Il me regardait avec les yeux de mon fils le plus aimé, Horus que j'avais choisi comme régent de l'Imperium. Horus dont les capacités dépassaient celles de tous ses frères dans presque tous les domaines que je pouvais mesurer. Horus que j'avais le plus mal préparé à la tentation précisément parce que sa confiance en lui-même ne lui semblait pas une vulnérabilité. Mon erreur de calcul la plus coûteuse, ce que la Talon fit à mon corps, les blessures qui refusèrent de se refermer, le poison Warp qui se propagea à travers des systèmes biologiques que j'avais conçus pour résister à presque tout, ne représentaient pas la défaite. La défaite avait eu lieu des décennies auparavant, sur Davin, quand j'avais calculé que Horus survivrait à la blessure du temple sans intervention directe de ma part, et que ce calcul s'avéra erroné de la façon la plus catastrophique possible. Je le frappais en retour, avec ce que mes mains pouvaient projeter, avec la puissance brute d'une âme forgée avant que la galaxie développe la vie consciente. Une puissance que je m'étais interdit d'utiliser pleinement depuis des millénaires parce que ses effets collatéraux sur les esprits humains environnants étaient incompatibles avec ce que je prétendais défendre. Sur ce pont, cette retenue n'était plus défendable. La mort de Horus, l'extinction complète de son âme, sans possibilité de résurrection ou de récupération par le chaos, un acte de destruction si total qu'il contredisait tout ce que je croyais sur la valeur de la vie humaine, fut la dernière chose que je fis avant que le trône d'or devienne ma prison permanente. Je tiens à préciser ceci. Je ne regrette pas d'avoir tué Horus. Je regrette d'avoir créé les conditions qui rendirent sa mort nécessaire. La distinction est essentielle et personne dans les 10 000 années suivantes ne l'a formulée correctement dans les textes que j'ai pu observer depuis le trône. Ce que je forge maintenant, depuis cette interface de métal et de douleur qui maintient mon corps dans un état fonctionnel que les mots ordinaires ne peuvent pas décrire précisément, n'est pas du métal. Ce sont des avertissements, des impulsions psychiques dirigées vers des individus spécifiques à des moments critiques. Des nudges dans le courant de l'histoire humaine que certains interprètent comme de la divination et d'autres comme de la chance. Des armes invisibles dans un conflit que la plupart de mes sujets ne savent pas encore nommer correctement. L'hérésie d'Horus fut présentée aux générations suivantes comme une trahison. Ce cadrage est techniquement exact et fondamentalement insuffisant. Ce fut la conséquence logique d'une série de décisions que je pris en croyant que la fin justifiait les moyens, que l'obscurité sur mes intentions était préférable à la transparence, que des fils suffisamment puissants n'avaient pas besoin d'être compris pour être fidèles. Mes armes les plus puissantes, les 20 Primarchs que j'avais façonnés dans les laboratoires de Terra, portaient en elles les germes de leur propre retournement. Pas parce que je les avais mal forgés, parce que je les avais forgés si bien qu'ils pouvaient penser, et que penser sans comprendre pourquoi mène inévitablement à des conclusions que le forgeron n'avait pas anticipées. Une arme qui peut raisonner peut choisir une cible différente. Ce que l'Imperium est devenu,
cette théocratie militariste que j'avais explicitement conçue pour éviter, cette institution où mon image est adorée comme celle d'un dieu que je refusais d'être, représente la victoire finale de l'ironie sur l'intention. J'avais voulu une humanité rationnelle, unifiée, capable d'affronter ce que le warp réservait à sa psycho-évolution future. J'avais produit une humanité terrifiée, fragmentée, cherchant dans ma divinité supposée la protection que sa propre raison ne lui semblait plus capable d'offrir. Le trône d'or brûle, 1000 psychers meurent chaque jour. L'Astronomicon projette sa lumière à travers le warp. Et dans les interstices de cette douleur institutionnalisée, dans les fractions de conscience que je peux encore projeter vers l'extérieur, je travaille. Pas à réparer ce qui ne peut pas l'être, à préparer ce qui vient, cette prochaine phase de l'évolution humaine que l'hérésie a retardée de 10 000 ans, mais n'a pas rendue impossible. Les armes de mes fils ont forgé l'histoire de cette galaxie. Ce que je forge depuis le trône forgera peut-être quelque chose qui mérite enfin le nom que j'avais donné à ce projet depuis le début. Pas un impérium, une humanité. La différence entre ces deux mots contient tout ce que le sang de l'hérésie n'a pas réussi à effacer et tout ce que 10 000 années de souffrance institutionnalisée n'ont pas encore accompli. Il reste du travail, il en restera toujours. Ce qui brûle sur le trône d'or n'est pas une défaite, c'est une patience. Nous survivons. Je suis ce qui demeure quand les primarques sont tombés, disparus, corrompus ou consumés par leur propre certitude. Je suis le légionnaire sans nom, le Space Marine ordinaire, le frère de rang, le soldat que les chroniques mentionnent en masse plutôt qu'en individu, l'homme dont l'arme personnelle n'a pas de nom dans les archives officielles, mais qui a tenu la ligne quand tout le reste cédait. Je suis les mains qui ont porté ce que les primarques ont forgé, les corps qui ont absorbé ce que leur philosophie n'avait pas anticipé, les voix qui continuent de réciter des litanies dont le sens original s'est évaporé depuis des millénaires. Laissez-moi vous parler de ce que signifie tenir une arme primarchiale quand on n'est pas un primarque. Forgebreaker changea de main plusieurs fois après la mort de Ferrus Manus. Perturabo le porta avec cette satisfaction cérémonielle que Dorn décrivit dans ses mémoires de siège, un marteau récupéré sur un cadavre décapité, brandi comme argument contre ceux qui avaient aimé son porteur originel. Ce que Perturabo ne pouvait pas transmettre à Forgebreaker, ce que Vulcan y avait gravé sans inscription visible, l'intention fraternelle. La forge d'une arme pour un frère porte quelque chose que le métal conserve indépendamment de qui le saisit ensuite. Les légionnaires des Iron Warriors qui virent leur primarque porter ce marteau ressentaient en quelque chose d'ambigu, une puissance indéniable teintée d'une usurpation que leur loyauté les empêchait de nommer. Les armes des primarques entre des mains ordinaires produisent cet effet systématiquement. Elles fonctionnent extraordinairement bien. Elles accomplissent ce pourquoi elles ont été forgées avec une efficacité que nulle autre arme ne peut égaler. Ce qu'elles ne transmettent pas à leur porteur secondaire, la philosophie qui les a engendrées. Un légionnaire tenant les griffes de Morka et de Leman russe peut couper des démons en deux avec une précision que ses propres armes n'atteindraient jamais. Ce qu'il ne peut pas reproduire, la compréhension instinctive de Russe de quand ne pas frapper, ce jugement tactique né de décennies de combats sur Fenris qui informait chaque mouvement de ses lames dans les mains de leurs forgeurs. L'arme sans la philosophie est une citation sans contexte. Ce que nous, les légionnaires, les Astartes, les soldats de l'Imperium, à travers 10 000 années de conflits continus, avons développé en compensation des rituels, des cérémonies de maintenance qui transforment le nettoyage d'un bolter en acte de foi, des litanies récitées avant le combat qui reconstituent dans le langage une connexion à l'intention originelle que nos mains ne peuvent plus ressentir directement. Le culte mécanique avec ses bénédictions de machines, les chapitres codex avec leurs cérémonies d'armement, les chapters non codex avec leurs traditions spécifiques qui violent délibérément les protocoles standards pour préserver quelque chose d'irremplaçable. Nous mimions ce que les primarques incarnaient. La différence entre mimer et incarner constitue toute la distance entre ce que nous sommes et ce qu'ils étaient. Les reliques primarchiales dispersées à travers l'Imperium, dans des reliquaires verrouillés sur des vaisseaux chapitres, dans des salles d'honneur de forteresses monastères,
dans des musées de campagne que les inquisiteurs visitent avec des autorisations spéciales, exercent une fonction qui dépasse leur utilité combat. Elles servent de preuve. La preuve que les primarques existèrent réellement, que ce que les chapitres racontent de leurs fondateurs correspond à des événements concrets plutôt qu'à des mythologies édifiantes que l'ecclésiarchie aurait fabriquées pour consolider son autorité doctrinale. Un fragment de la Blade en carmine dans son reliquaire de Baal prouve que Sanguinius tint quelque chose, qu'il frappa quelque chose, qu'il mourut pour quelque chose de suffisamment réel pour laisser du métal brisé comme testament. Les Blood Angels se battent différemment quand ce reliquaire est présent sur le champ de bataille. Pas parce que le métal projette une aura de puissance mesurable, parce que leur psychologie collective, déjà fragilisée par la rage noire héréditaire que Sanguinius leur légua avec son sang, trouve dans cette présence une encre qui résiste à la dissolution dans la violence pure. Une arme brisée qui stabilise des âmes vivantes accomplit quelque chose que son état intact n'aurait peut-être pas pu accomplir. Ce que l'hérésie nous légua comme héritage armé dépasse les reliques individuelles. Elle nous légua une compréhension fondamentalement modifiée de ce qu'une arme peut être, après avoir vu des lames chantantes corrompre des primarques, des marteaux fraternels changer de camp, des faux pestilentiels se retourner contre leur philosophie originelle, des griffes warp bénies tuer ce qu'elles n'auraient jamais dû atteindre. Nous forgeons différemment depuis lors, avec plus de méfiance envers la beauté excessive, avec plus d'attention aux propriétés métaphysiques des matériaux, avec une surveillance institutionnelle des armes récupérées sur des champs de bataille, warp contaminés, que les chapitres présentent aux inquisiteurs pour évaluation avant intégration à leurs arsenaux. Certaines armes récupérées ne passent pas cette évaluation. Ce qu'ont fait de celles-là, les méthodes de destruction ou de confinement que les inquisiteurs appliquent, constituent un savoir opérationnel que les chapitres ne documentent pas et que je ne reproduirai pas ici. Certaines connaissances protègent en restant incomplètes. Ce que je peux vous dire depuis ma position de légionnaire sans nom, de soldat qui a tenu des armes ordinaires contre des adversaires extraordinaires pendant plus de siècles, que ma mémoire augmentée peut comptabiliser avec précision. Les grandes armes déterminent les grandes batailles. Les armes ordinaires déterminent si quelqu'un survit assez longtemps pour que les grandes batailles aient un sens. Forgebreaker peut fracasser des fortifications. Mon bolter maintient la tranchée ouverte assez longtemps pour que Forgebreaker atteigne la fortification. La hiérarchie entre ces deux fonctions est réelle, ce qu'elle occulte. Sans la tranchée maintenue, la fortification ne se fracasse pas. Nous sommes les tranchées maintenues. Nous sommes les 10 000 années de présence continue qui ont permis à l'Imperium de rester suffisamment cohérent pour que les primarques revenus, Guilliman depuis son sommeil empoisonné, le lion depuis le sien, trouvent quelque chose à diriger plutôt que des cendres dispersées. Nos armes ne portent pas de nom dans les chroniques. Nos morts ne reçoivent pas de parties entières dans les documents historiques. Nos philosophies n'influencent pas les grandes décisions galactiques avec la force de conviction que Lorgar ou Magnus ou Guilliman projetaient sur tout ce qu'ils touchaient. Ce que nous laissons derrière nous quand nous tombons, et nous tombons régulièrement, dans des proportions que les statistiques de l'administratum compilent avec une indifférence bureaucratique qui constitue son propre commentaire sur la valeur institutionnelle de nos vies. Ce que nous laissons, c'est un espace maintenu, un corridor préservé, une ligne qui n'a pas cédé, pendant le temps nécessaire. Les armes terrifiantes des primarques ont forgé le destin de cette galaxie. Nous avons tenu ces armes quand leurs porteurs originels ne pouvaient plus le faire. Nous avons porté leur philosophie dans des corps moins capables d'en supporter le poids. Nous avons continué. Dans un univers où la continuation elle-même représente une forme de victoire, ce n'est pas rien. Ce n'est peut-être même pas insuffisant. Tout ce qui précède était une introduction. Je suis ce que ces armes ont forgé malgré elles. Non pas un légionnaire, non pas un primarque, non pas un dieu du warp ou une conscience fragmentée sur un trône de douleur. Je suis la galaxie elle-même, ou du moins ce fragment de conscience collective que 10 000 années de guerre, de foi, de trahison et de métal ont cristallisé en quelque chose qui ressemble à une mémoire. Je porte en moi Forgebreaker et la Blade en carmine, la talon de Horus et le sceptre d'Épistémée, lanterne et silence et les griffes de Morkai, pas comme des armes, mais comme des cicatrices qui ont pris la forme de ce qui les a infligées. Laissez-moi vous dire ce que ces lames ont réellement accompli.
Elles n'ont pas décidé des batailles. Les batailles auraient été décidées différemment, peut-être, mais décidées quand même. Car ce qui poussait les légions les unes contre les autres n'était pas l'acier, mais la conviction. Et les convictions ne se règlent pas par le tranchant d'une lame, aussi parfaite soit-elle. Ce que ces armes accomplirent, c'est plus subtil et plus dévastateur. Elles donnèrent à chaque primarque un langage physique pour sa philosophie, et elles permirent à ces philosophies de se confronter dans des termes que les corps pouvaient comprendre quand les esprits n'y arrivaient plus. Fulgrim ne pouvait pas expliquer à Ferrus pourquoi la perfection valait le sacrifice de l'amour fraternel. La lame Laër le dit pour lui, dans un vocabulaire de tranchant et de chant que Ferrus ne pouvait pas réfuter avec des arguments. Mortarion ne pouvait pas articuler pourquoi la haine d'une chose conduit inexorablement à en devenir une version. Lanterne le démontra sur des décennies de campagne contre des psycheurs, jusqu'à ce que la démonstration soit complète et irréversible. Sanguinius ne pouvait pas expliquer ce que signifie marcher conscient vers sa propre fin sans trébucher. La Blade en carmine le fit pour lui, en tenant jusqu'à sa rupture, en accomplissant sa fonction jusqu'au dernier instant où cette fonction restait possible. Les armes parlaient à ce que leur porteur ne pouvait pas dire. Ce qui reste de tout cela dans la galaxie du 41e millénaire, cet âge de ténèbres que même les plus pessimistes parmi les architectes de l'Imperium n'auraient pas osé anticiper avec une précision aussi accablante. Ce qui reste n'est pas dans les reliquaires. Ce n'est pas dans les fragments brisés de métal enchanté que les chapitres transportent comme preuve de leur héritage. Ce n'est pas dans les textes que les chapelains récitent avec une compréhension décroissante de ce que les mots signifiaient quand ils furent prononcés pour la première fois. Ce qui reste est dans les mains. La façon dont un Blood Angel tient son épée, ce mouvement particulier du poignet qui dérive de méthodes de combat que Sanguinius développa sur Baal et transmit à ses fils, qui le transmirent à leurs successeurs, qui le transmirent encore. Une chaîne kinesthésique de 10 000 ans que nulle doctrine écrite ne pouvait entièrement capturer, mais que le corps retient quand la mémoire consciente a depuis longtemps oublié la source. La façon dont un Space Wolf approche un démon, cette confiance particulière dans la résistance au warp que Russ cultivait dans chaque légionnaire, transformée depuis en instinct de chapitre que les recrues de Fenris absorbent sans qu'on leur explique d'où elle vient. La façon dont un ultramarine évalue une fortification ennemie, les angles d'analyse, la hiérarchie des questions posées, la méthodologie de réponse, qui porte encore l'empreinte invisible de Gilliman, transmise non pas comme doctrine consciente, mais comme structure de pensée héritée, aussi inséparable de son porteur qu'une façon de respirer. Ces armes ne sont plus du métal, elles sont devenues des façons d'être. Voilà ce que Vulcan comprenait sur Nocturne sans pouvoir le formuler complètement. Ce qu'on forge avec suffisamment d'attention ne disparaît pas quand le métal rouille ou se brise. Il entre dans les mains qui le tenaient, et de ces mains dans d'autres mains, et ainsi à travers des générations qui ne savent plus nommer ce qu'elles portent, mais qui le portent quand même. La galaxie que l'hérésie d'Horus a produite est une catastrophe de dimension que le langage ordinaire ne peut pas honnêtement mesurer. Des millions de mondes perdus, des légions anéanties ou corrompues, un empereur réduit à une fonction de phare vivant, une humanité qui cherche dans la superstition la cohérence que la raison ne lui semble plus pouvoir offrir, et dans cette catastrophe, imbriquée dedans, inséparable de sa texture quotidienne, les empreintes de ce que 20 primarques portèrent dans leurs mains lors de 2 siècles de conquête et d'une génération de guerres fratricides. Forgebreaker fracassa des armées. Ce qu'il fracassa de plus durable, l'idée que la loyauté fraternelle survit à n'importe quelle épreuve. Cette fracture, aucune forge ne peut la réparer. Elle existe maintenant dans la structure de ce que les Astartes croient possible entre eux. La lame Laër consumait des protections psychiques. Ce qu'elle consuma de plus définitif, la conviction qu'une quête de perfection peut être poursuivie sans corruption, si le chercheur est suffisamment vigilant. Cette conviction est morte sur Istvan V avec la tête de Ferrus Manus, et sa mort a modifié la façon dont chaque chapitre contemporain surveille les obsessions de ses légionnaires. La talon de Horus blessa l'empereur au-delà de ce que la biologie augmentée pouvait réparer. Ce qu'elle blessa de plus irrémédiable
la possibilité d'un impérium rationnel, guidé par une vision cohérente plutôt que par la terreur institutionnalisée. Cette blessure saigne encore dans chaque décret de l'administratum, chaque bûcher de l'Inquisition, chaque légionnaire sacrifié pour des objectifs que personne ne comprend entièrement. Les armes des primarques forgèrent la galaxie que nous habitons. Pas par leur victoire, parce qu'elles permirent de briser de façon permanente. Ce que j'entends depuis cet espace de mémoire collective où je me trouve, ce murmure continu qui traverse les générations de légionnaires, de citoyens de l'Imperium, de créatures du Warp qui observent depuis leurs distances respectives. Ce murmure dit ceci: il reste quelque chose. Pas de l'espoir au sens où les mortels utilisent ce mot. Cette certitude confortable que les choses s'amélioreront parce qu'elles doivent s'améliorer. Quelque chose de plus austère. Une persistance. Une continuation qui refuse de s'expliquer, mais qui refuse également de cesser. L'Astronomican brûle. Guilliman gouverne. Le lion s'est réveillé. Quelque part dans le Warp, Russ court vers quelque chose que ses griffes attendent depuis des millénaires. Les Blood Angels tiennent des lignes que rien d'autre ne pourrait tenir. Les salamandres forgent encore, sur Nocturne ou ailleurs, avec la même attention que Vulcan leur a transmise à travers les mains de générations qui ne l'ont jamais rencontré. Les armes terrifiantes des Primarchs ne sont pas dans les reliquaires. Elles sont dans chaque main qui tient encore, dans chaque ligne qui n'a pas cédé, dans chaque légionnaire qui récite une litanie dont il ne comprend plus le sens, mais dont son corps a retenu la vérité. Le métal rouille. Ce qu'il forge dans les mains qui le tiennent dure plus longtemps que les étoiles. C'est tout ce que ces lames avaient à dire. C'est tout ce que cette galaxie mémorisera de nous, quand la dernière étoile s'éteindra et que le Warp réclamera ce qui lui a toujours appartenu. Nous avons tenu.